Merci beaucoup Pascal pour cette entrée en matière et cette invitation. Alors ce que je me propose de travailler avec vous, c'est une question donc, qui s'affiche derrière moi dans des conditions qui ne sont pas forcément excellentes pour la visibilité, mais les diapos que je vais présenter seront mises à votre disposition, donc vous pourrez les récupérer. Par ailleurs, elles sont déjà disponibles sur Twitter. Pour ceux qui ont un compte Twitter, vous avez qu'à me repérer sur Twitter et vous regardez mon fil. Et dans le fil de mes tweets, j'ai mis les diapos en ligne. Donc vous pouvez les récupérer immédiatement. Comme l'a dit Pascal, il y en a beaucoup, donc sur certaines, je passerai assez vite. Mon propos n'est pas tellement de faire un cours, mais plutôt de partager avec vous un certain nombre de questionnements, donc qui ne sont pas résolus. Hein. C'est vraiment des questions que je laisse. Mais je vous donne sur ce PowerPoint un certain nombre aussi de références bibliographiques qui vous permettront, si vous le souhaitez, de pouvoir approfondir ces questionnements. Et puis un certain nombre de diapos avec des éléments de réflexion, là où encore, si vous voulez les approfondir. Alors, donc, je me pose la question de la connaissance moteur de la croissance. Comme Pascal l'a indiqué, ce n'est pas une question que les économistes se posaient il y a longtemps, c'est une question qui est vraiment une question d'actualité autour, finalement, de la notion d'économie de la connaissance. Alors, cette notion d'économie de la connaissance, elle renvoie à cette idée qui a été mise en avant par un économiste, un historien américain de Harvard qui s'appelle David Land, dans un ouvrage dont j'ai mis la couverture en photo, hein, Richesse et pauvreté des nations. Il nous explique que le savoir fait la richesse, et la richesse fait la puissance. Donc on peut facilement réaliser que le savoir, la connaissance, notamment en matière militaire par exemple, hein, est un facteur de puissance. Alors, ce n'est pas le seul à aller dans cette direction, puisque l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, depuis le milieu des années 90, met en avant cette idée que la performance économique d'un pays est directement liée à sa capacité à produire de la connaissance, à produire du savoir, donc de l'éducation, de la formation, de la technologie. Je vous ai mis d'ailleurs en bibliographie hein, la référence, le lien pour aller consulter ce rapport de l'OCDE, qui est évidemment toujours largement d'actualité. Hein. Les économies, maintenant, la compétition entre les économies se fait essentiellement autour de la capacité à pouvoir produire des connaissances, la capacité à pouvoir innover. Ce sont des choses que l'on va travailler ensemble. Pour un grand gourou du management, Peter Drucker, le travailleur du savoir, le knowledge worker, est au cœur des économies de la connaissance. Et même si ma référence bibliographique est un ouvrage, une réédition récente de 1999, il le dit depuis les années 70. Donc depuis les années 70, il y a vraiment un tournant qui a été pris aux États-Unis, une compréhension qui a été faite par un grand nombre de décideurs américains de cette idée que la croissance, elle est au cœur de la connaissance, est au cœur de la production de richesse. Et enfin, un autre grand spécialiste du management, Michael Porter, met en avant aussi depuis un certain nombre d'années aussi, hein, cette idée que l'innovation se fait dans des milieux innovateurs. Il y a des milieux qui sont porteurs par leurs interactivités, par leurs interactions, qui sont porteurs d'innovation, de créativité. Alors un exemple que vous connaissez tous, c'est la Silicon Valley, donc en Californie. La Silicon Valley qui draine un tiers de tous les investissements de capital risque des États-Unis. Donc un tiers des investissements de capital risque se positionnent dans la Silicon Valley. Et la Silicon Valley, ce qui est important aussi de souligner, c'est que si c'est un terreau extrêmement riche, extrêmement dynamique de start-up, d'entreprises de tout poil, mais en particulier de nouvelles technologies, c'est en particulier grâce à la vision du doyen de Stanford dans les années 50,
Frédéric Sterman, qui a ouvert son université à son environnement, qui a mis à disposition des terrains de son université pour des entreprises, qui a favorisé dans ces années-là, donc dans les années 50, 40 et 50, donc il y a très longtemps, l'essaimage de projets universitaires vers l'industrie, par exemple, Hewlett-Packard, est un exemple de cette forme d'essaimage. Donc c'est aussi cette idée que les territoires sont porteurs d'innovation à partir du moment où on crée dans ces territoires un milieu qui est un milieu créatif. Donc on est dans le cœur de la question, cette idée que nous vivons aujourd'hui dans un monde qui est finalement dont la première ressource, ce n'est pas le pétrole, ce n'est pas l'uranium, mais c'est vraiment la connaissance. Et donc cette idée met en avant le lien qu'on peut faire, en tout cas qui me pousse à m'interroger, entre la croissance et la connaissance. Alors pour essayer de comprendre, enfin pour essayer de traiter cette question, d'abord je vais faire quelques précisions de vocabulaire pour qu'on soit bien d'accord sur les termes qu'on emploie. Ensuite, je mettrai en avant un des termes qui est celui d'innovation, en soulignant qu'il est, chez les économistes depuis longtemps, perçu comme étant un des moteurs du capitalisme, ce qui nous emmène vers ce que certains considèrent comme la troisième révolution industrielle que nous vivons actuellement, donc en particulier l'économiste américain Jeremy Rifkin. Cette troisième révolution industrielle se fonde, se base entre autres sur la connaissance, le partage de la connaissance et le fait de considérer la connaissance comme un bien commun. Donc c'est un sujet qui me paraît important de mettre en avant, puis ensuite nous conclurons rapidement. Alors quelques précisions de vocabulaire. La croissance, pour les économistes, pendant très longtemps, c'est la création de richesse, c'est mesuré par le produit intérieur brut. Je pense que vous aurez largement le temps de revenir sur ces questions-là, la question de la mesure de la richesse. Mais c'est des questions aussi qui méritent d'être posées. Est-ce que vraiment la croissance, on peut considérer que c'est que de la création de la richesse? Parce que quand on est dans un pays qui est en pleine croissance, par exemple, la croissance, elle a ce qu'on appelle des externalités négatives. Donc elle a des inconvénients. Par exemple, pour produire, on pollue. Donc il y a aussi destruction de richesse dans la croissance. Est-ce que la croissance, ça signifie nécessairement vivre mieux? Ça aussi, c'est des questions à se poser. La croissance, est-ce que c'est privilégier finalement une dimension matérielle, le avoir, plutôt qu'une dimension centrée sur les personnes, sur l'être? Donc c'est un certain nombre de questions que je ne traiterai pas ici, mais qui sont un petit peu en toile de fond de mes réflexions, en se disant quand même, malgré tout, que la croissance, le terme de croissance, c'est quelque chose qui correspond à une capacité de mesure. On mesure la croissance, mais pour mesurer la croissance, il faut pouvoir trouver des indicateurs et définir ces indicateurs. Et donc, on va avoir du mal, finalement, à mesurer la croissance, une supposée croissance, une supposée production de richesse qui ne serait pas mesurable ou difficilement mesurable. On verra par la suite qu'il y a beaucoup de choses qu'on a du mal à mesurer, en particulier tout ce qui correspond au capital immatériel et autres. Ce sont des questions, je pense que vous aurez l'occasion de retravailler, en particulier avec Pascal, mais aussi avec Dominique Méda. Alors maintenant qu'on s'est posé quelques questions sur la croissance, quelques questions sur la connaissance. Donc la connaissance, elle peut prendre des formes diverses. On peut connaître à travers nos sensations, par le toucher par exemple. On peut avoir une connaissance de notre environnement par le toucher, par la vision, etc., par nos sens. Par l'émotion, donc par la lecture d'une pièce, d'un ouvrage, par l'art, par le fait d'être touché par un tableau, etc. Ça peut nous permettre de connaître un certain nombre de choses. Donc ce n'est pas cette connaissance à laquelle je ferai référence, mais plutôt la connaissance scientifique, au sens strict, donc la connaissance qui est uniquement fondée sur la raison. Donc on n'est pas du côté de la connaissance qu'on peut trouver à travers les sens, à travers l'émotion, à travers l'art, mais exclusivement la connaissance fondée sur la raison, qui a comme intérêt, finalement, cette connaissance scientifique, d'être une convention qui est globalement admise, globalement admise à quelques exceptions près, Donald Trump en est une par exemple, mais
C'est important de le souligner parce que la raison, c'est finalement quelque chose qui permet d'instaurer un dialogue. Cette convention, la connaissance scientifique est une convention sur laquelle tous les hommes peuvent se mettre d'accord parce qu'elle repose sur la raison, sur l'observation, sur le fait de savoir que si jamais je lâche ce stylo, il va tomber et que je peux le faire 1000 fois, il tombera 1000 fois. Et donc un certain nombre d'observations nous permettent d'établir un discours commun. Et c'est la base du travail scientifique. Là, j'ai mis la photo de Karl Popper, donc, qui est un des pères fondateurs de l'épistémologie, enfin de l'histoire des sciences, et qui nous explique qu'est-ce que c'est que la science. Et la science, c'est finalement pouvoir faire des hypothèses et donner la possibilité de les contester, donner la possibilité de les remettre en question, ce qui permet un dialogue. Il y a vraiment cette idée, la science est basée sur le dialogue, et c'est un point qui va nous accompagner tout le long, dans le sens où on va beaucoup parler de connaissances scientifiques, et cette connaissance scientifique qui permet d'instaurer un dialogue, c'est quelque chose qui existe officiellement, on va dire, depuis la première publication d'une revue scientifique. Et la première publication d'une revue scientifique dans le monde, elle est faite à Paris, en France, en 1665, 3 ou 4 mois avant celle qui sera faite à Londres. Ça mérite d'être souligné. Donc la connaissance nous permet d'informer des choix, d'éclairer ces choix. La connaissance nous permet de développer nos capacités à agir, les capacités à agir pour des pays, les capacités à agir pour des organisations et les capacités à agir pour les individus. Quand on parle de connaissance et quand on veut la relier à la croissance, il y a un petit travail de connexion à faire entre la connaissance qui peut donner la possibilité d'inventer. Les inventions, on voit à travers les dessins que j'ai fait figurer de Léonard de Vinci. Donc on a des inventions qui parfois débouchent sur des innovations et ce qui permet de la croissance économique. Mais on n'a pas nécessairement une identité entre invention et innovation, c'est-à-dire que les dessins de Léonard de Vinci, à son époque, sont restés des inventions. Ils n'ont pas produit d'innovation, autrement dit, ils ne sont pas diffusés largement, ils n'ont pas débouché sur on va dire, une mise en application concrète et économiquement viable. C'est pour ça que le Concorde, par exemple, on peut considérer que c'est à la fois une invention, peut-être une innovation, mais pas une innovation durable. Donc peut-être qu'il est resté au stade d'invention, parce qu'on n'a pas réussi à en faire quelque chose d'économiquement viable. En revanche, on voit le smartphone, c'est une innovation, mais l'invention du téléphone est beaucoup plus ancienne. Donc on voit qu'il n'y a pas d'identité entre invention et innovation. Il y a des innovations, certaines innovations d'ailleurs, qui périclitent. Ce qui va nous intéresser, c'est de creuser un petit peu cette notion d'innovation et de voir dans quelle mesure cette notion d'innovation est un des moteurs du capitalisme. Alors on en a une représentation ici avec l'ordinateur, avec le robot Asimo et puis le chemin de fer. Chez les économistes, on a depuis un moment quand même cette idée qu'il faut arriver à comprendre comment mesurer la croissance et puis essayer de décrire, de produire des modèles qui permettent d'expliquer cette croissance. Pascal l'a dit tout à l'heure, depuis les économistes classiques, en particulier depuis Adam Smith, et puis après avec un gros travail, un approfondissement de Karl Marx, on sait que les moyens de production sont le capital et le travail. Et pendant très longtemps, on a utilisé ou on a considéré que les seuls moyens de production étaient le travail et le capital. Jusqu'au moment où un économiste américain, un prix Nobel d'économie, Robert Solow, a mis en évidence qu'il y avait dans la croissance, dans les calculs économétriques qu'il faisait, ce qu'il appelle un résidu, quelque chose qu'il n'arrivait pas à expliquer, qui était ni lié
au travail, ni lié au capital. Et donc, il y avait un troisième paramètre qui expliquait la croissance. Et ce troisième paramètre, c'est ce résidu, hein, c'est quelque chose qui n'était pas évident au départ. Ce troisième paramètre, c'est le progrès technique. Le progrès technique. Et donc, un autre économiste américain, Paul Romer, il a essayé de comprendre quels étaient les facteurs, justement, qui pouvaient expliquer ce facteur résiduel de Solow, ce résidu, et à travers donc, les théories, ce qu'on appelle la croissance endogène, il a mis en avant que ce qui expliquait ce résidu, c'était finalement le capital humain, l'innovation, les connaissances. Donc un certain nombre de paramètres qui sont beaucoup plus difficiles à mesurer que le travail ou le capital. Et donc ces paramètres renvoient à un certain nombre d'actions qu'on peut avoir dans la société, de politiques économiques, politique éducative, par exemple. Hein, si on veut augmenter le capital humain dans une société, il faut jouer la carte de son système éducatif, que ce soit en formation initiale, mais aussi en formation continue. Ça peut être aussi le système éducatif au sein même de l'entreprise, avec des dispositifs d'apprentissage par la pratique. Ça peut... il y a un autre paramètre, une autre politique possible pour favoriser le progrès technique, outre l'éducation, c'est la recherche et développement. Donc, développer la recherche dans les laboratoires publics, développer la recherche dans les laboratoires privés, faire en sorte que ces recherches puissent communiquer entre elles dans des endroits qui sont des endroits propices à l'échange de ces idées nouvelles entre chercheurs du public et du privé, comme on le voit donc, avec l'exemple de la Silicon Valley, mais comme on voit aussi en France, dans un certain nombre de dispositifs de pôles de compétitivité, par exemple. Donc, on a, chez les économistes, cette découverte, si vous voulez, que la croissance économique ne s'explique pas uniquement par une combinaison de travail et de capital. Il y a autre chose. Cette autre chose est difficile à percevoir, mais on a quelques intuitions, on a quelques explications. Mais encore une fois, des intuitions, des explications qu'il n'est pas facile de mesurer. Et donc ce qu'on mesure mal, on a du mal à le qualifier. Alors si on veut approfondir notre questionnement sur le progrès technique, sur l'innovation, on a évidemment une référence indispensable qui est celle de l'économiste d'origine autrichienne Joseph Schumpeter, qui est antérieur à Solow et Romer, bien sûr, et qui, en 1939, va donc publier un ouvrage qui repose sur les travaux d'un économiste russe qui s'appelle Kondratiev. L'économiste russe Kondratiev a mis en avant le fait qu'il y avait des cycles dans l'économie, des cycles de 50 ans, donc des fluctuations, des phases de croissance, puis des phases de déclin. Et ce que Schumpeter va mettre en avant, va souligner, c'est le fait que les phases de croissance sont associées à des nouvelles technologies qui sont mises en place, à du progrès technique qui va être des inventions, et puis ensuite des innovations, et des innovations qui vont largement être diffusées. Et donc pour Schumpeter, finalement, les cycles économiques, on vit dans des cycles économiques. Les cycles économiques voient se succéder 4 phases différentes. Une phase de croissance. Ensuite, il y a un moment de basculement, c'est la crise. Après la crise, la troisième phase, c'est la dépression. Et puis il arrive un moment où il y a une reprise qui permet d'enclencher un nouveau cycle. Donc, on avait une représentation ici. Et donc, pour Schumpeter, chacune des phases ascendantes d'un cycle économique correspond à une innovation majeure. Donc, la première phase, 1792-1815, c'est l'émergence de la sidérurgie et du textile, donc qui va permettre une croissance économique forte, en particulier en Grande-Bretagne, mais aussi en France, etc.
On a une deuxième phase, 1847-1873, qui voit le développement du chemin de fer. Une troisième phase, 1896-1920, qui voit le développement de l'électricité. Donc ça, ce sont les phases que Schumpeter avait repérées, mais on peut poursuivre son analyse en considérant que la quatrième phase, 1945-1975, correspond à un cycle basé sur l'automobile, sur l'accès au pétrole. Et ce cycle, hein, en France, il prend le nom de 30 Glorieuses, hein, comme on le sait. Et on serait maintenant dans une cinquième phase qui aurait commencé dans les années 90, etc., qui serait une phase basée sur les nouvelles technologies de l'information, et en particulier le World Wide Web, le web, donc basé sur la technologie Internet. Donc on est dans une situation où finalement on a une corrélation directe, hein, quand on suit les réflexions de Schumpeter, une corrélation directe entre innovation et croissance économique. On a des cycles économiques qui correspondent à la mise en œuvre d'innovations. Et puis, il arrive un moment où ces innovations s'essoufflent un peu et on arrive à des phases de dépression. Puis ensuite, de nouvelles innovations sont mises en place, enfin, nouvelles inventions, nouvelles connaissances, nouvelles inventions, nouvelles innovations. Et on repart sur un nouveau cycle. Donc là, on peut déjà se dire qu'effectivement, il peut y avoir une connexion entre croissance et connaissance, hein, entre croissance et progrès technique. L'histoire nous le montre. Ça nous montre que cette connexion existe. Cette connexion, elle ne se fait pas sans mal. Tout à l'heure, Pascal évoquait la question du travail, hein, que vous aurez largement le temps d'approfondir avec Pierre-Yves Gomez. Mais effectivement, quand on remplace des machines, quand on met en place de nouvelles machines, on remplace du travail par du capital, et les ouvriers ou les travailleurs se retrouvent mis de côté. Ce qui a donné, par exemple, des mouvements en Angleterre, par exemple le mouvement des ludistes, hein, des personnes qui détruisaient les machines justement pour conserver leur travail. Et un questionnement qu'on retrouve de nos jours aussi, donc au XXIe siècle, où, selon les études, mais des études qui sont extrêmement sérieuses, je ne l'ai pas mise en référence, j'aurais dû le faire, mais il me semble qu'il y a une étude de 2013 ou 2014 à Oxford qui mettait en avant que dans les 20 ou 30 ans, il y aurait 50% des métiers aux États-Unis qui auraient disparu. Donc on a déjà vu la perte des porteurs d'eau, des allumeurs de réverbères, etc., hein, ou des livreurs de charbon, mais il y a un grand nombre de métiers qui vont se retrouver remplacés par l'usage d'algorithmes, notamment tous les métiers où on a des tâches qui sont relativement routinières et pas simplement des métiers manuels. Hein. Là aussi, la robotisation, bien sûr, met en question les métiers manuels, mais aussi des métiers dits intellectuels. Des métiers comme les juristes, comme les comptables, etc., peuvent être remplacés de plus en plus par des algorithmes. Et même des médecins vont se voir remis en question par des algorithmes qui sont capables de lire des radios bien mieux qu'eux. Donc cette question de la transformation du travail est une question qui est complètement liée au progrès technique. C'est une question donc, qui n'est absolument pas nouvelle, hein, qui a toujours existé, mais qui a toujours posé question, qui a toujours inquiété. Par rapport à cette question-là, on a, là encore, chez Schumpeter, une formule qui est extrêmement parlante, hein, puisque quand il parle d'innovation, Schumpeter parle de destruction créatrice. C'est-à-dire que quand on va dans un nouveau monde, c'est sur les ruines de l'ancien. Il y a quelque chose qui a disparu avant de pouvoir produire quelque chose de nouveau. Donc je vous ai mis une citation un peu longue, parce que, donc, de Capitalisme, Socialisme et Démocratie, que je trouve extrêmement parlante. Donc je vous la lis pour ceux qui sont un peu loin. Donc une citation de Schumpeter, hein, d'un
bouquin qui date de 1943, donc là encore, ce n'est pas nouveau. L'impulsion fondamentale qui met et maintient en mouvement la machine capitaliste est imprimée par les nouveaux objets de consommation, les nouvelles méthodes de production et de transport, les nouveaux marchés, les nouveaux types d'organisation industrielle, tout élément créé par l'initiative capitaliste. Donc ça pourrait être écrit aujourd'hui. L'histoire de l'équipement productif d'énergie, depuis la roue hydraulique jusqu'à la turbine moderne, ou l'histoire des transports depuis la diligence jusqu'à l'avion, l'ouverture de nouveaux marchés nationaux ou extérieurs et le développement des organisations productives depuis l'atelier artisanal et la manufacture jusqu'aux entreprises amalgamées telles que l'US Steel constituent d'autres exemples du même processus de mutation industrielle. Si l'on me passe cette expression biologique. L'expression biologique, la référence à la biologie est intéressante, je vous demande de la garder en tête. Donc, processus de mutation industrielle qui révolutionne incessamment de l'intérieur la structure économique en détruisant continuellement ces éléments vieillis et en créant continuellement des éléments neufs. Ce processus de destruction créatrice constitue la donnée fondamentale du capitalisme. C'est en elle que consiste en dernière analyse le capitalisme et toute entreprise capitaliste doit, bon gré, mal gré, s'y adapter. La question de l'adaptation est aussi essentielle. Donc qu'est-ce que nous dit Schumpeter? Il nous dit finalement, il y a une assimilation très forte du capitalisme à la biologie. Quand on voit les cycles, on peut parler aussi des cycles qui sont liés à la biologie, la naissance, la vie, la mort, la naissance, la vie, la mort, etc. Et cette idée centrale qui est celle de l'adaptation. Tout ce qu'il dit là, ce sont des choses qui sont parfaitement en adéquation avec ce qu'on peut comprendre aujourd'hui. Et pour le comprendre, pour le transposer à ce que nous vivons actuellement, on a une analogie qui est intéressante, une analogie qui a été mise en avant par un professeur de biologie évolutive qui s'appelle Van Valen. C'est ce qu'il appelle l'hypothèse de la reine rouge. Alors la reine rouge, c'est la reine, vous n'allez pas voir grand-chose, mais c'est la reine, le petit dessin, on le voit peut-être non pas grand-chose, c'est la reine qu'on voit dans Alice de l'autre côté du miroir. Et Alice et la reine partent en courant, elle court très vite, et arrivée à la fin de la course, Alice demande à la reine rouge pourquoi est-ce qu'elle a couru. Et là, je vous lis le passage donc, de l'autre côté du miroir. « Ma foi, dans mon pays à moi, répondit Alice, encore un peu essoufflée, on arriverait généralement à un autre endroit si on courait très vite pendant longtemps, comme nous venons de le faire. » Et la reine rouge lui répond « On va bien lentement dans ton pays. Ici, vois-tu, on est obligé de courir tant qu'on peut pour rester au même endroit. Si on veut aller ailleurs, il faut courir au moins 2 fois plus vite que ça. » Qu'est-ce que ça signifie, cette analogie à la reine rouge? C'est cette idée que finalement, dans un écosystème, pour maintenir sa place, on est sans arrêt obligé de s'adapter et d'innover. Parce que les autres espèces, quand on est en biologie, avec Van Valen, mais les autres organisations, les autres pays, dans notre écosystème, évoluent de leur côté. Ils changent de leur côté. Et donc, changeant de leur côté, innovant de leur côté, ils nous obligent, nous aussi, à nous adapter. Donc, on est obligé de courir très vite pour rester à la même place. Et c'est un peu la situation que nous vivons tous aujourd'hui, tant au niveau du pays, de la France, qui, pour maintenir son rang, doit sans arrêt faire plus, innover plus, mettre en place de nouvelles formes d'innovation, de nouvelles start-up. Pensez donc à l'initiative du président de la République, faire de la France une start-up nation. Donc on est vraiment de cette idée-là, généraliser, développer l'esprit d'entreprise. Pourquoi? Tout simplement pour essayer de se maintenir en course. C'est valable aussi pour les individus qui doivent sans arrêt de plus en plus se former tout au long de leur vie, puisqu'on ne peut pas espérer avoir une formation initiale et conserver le même emploi et finalement ne pas changer, ne pas actualiser sa formation pendant toute sa vie professionnelle, c'est plus possible. Donc on est vraiment dans cette hypothèse de la reine rouge où notre environnement nous pousse à changer de manière continue. Et c'est déjà quelque chose qu'avait envisagé Schumpeter dans les années 40. Donc c'est quelque chose qui est intrinsèquement lié au capitalisme. On est dans un système économique qui
c'est un système économique vivant, évolutif, et donc qui nécessite de s'adapter, comme l'avait dit Schumpeter. De ce point de vue-là, cette idée de faire de la croissance, cette idée d'avoir la connaissance, de l'innovation pour faire de la croissance, c'est aussi, là encore, une idée assez sensée, c'est-à-dire que si on veut coller au peloton, il faut sans arrêt innover. Il faut sans arrêt innover, mais on a une objection qui a été donnée encore par Robert Solow, donc prix Nobel d'économie, qui en 1987 disait « On voit des ordinateurs partout, sauf dans les statistiques de productivité ». Alors qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire qu'on observait en 1987 beaucoup d'ordinateurs dans les bureaux, une tertiarisation de l'économie, etc., mais qu'il n'y avait pas eu de changement, il n'y avait pas eu de gain de productivité notable. Donc, où étaient passés les gains de productivité? Il y avait de plus en plus d'ordinateurs, mais il n'y avait pas de gain de productivité. Donc, on peut se poser la question, est-ce que la productivité a ralenti? Où est passée cette productivité? On peut aussi se poser la question de peut-être qu'on ne la mesure pas correctement, que les innovations aujourd'hui ne sont pas de même nature que les innovations autrefois. Je vous ai mis des personnes qui sont en train de commander un billet d'avion sur Internet. Et à côté de ça, vous avez un Airbus d'Air France. Et on peut considérer effectivement que inventer l'avion, mettre en place l'Airbus, donc innover, mettre en place ces innovations, ce n'est pas de même nature que d'inventer des interfaces sur Internet et des applications pour commander ces billets d'avion. On se rend bien compte qu'on a des innovations de nature extrêmement différentes. Et qu'effectivement, c'est plus difficile d'inventer l'avion que d'inventer les applications sur Internet. Donc peut-être que le ralentissement de la productivité peut s'expliquer de ce point de vue-là, qu'il y a une partie de la création de richesse qui, à un moment, est vraiment visible et facile à mesurer, c'est l'avion. Et puis une autre qui est beaucoup plus diffuse, beaucoup plus difficile à mesurer, c'est la capacité d'avoir des usages facilités, pouvoir commander sur Internet ses billets d'avion, pouvoir commander sur Internet de la nourriture pour se faire livrer, etc. Enfin, toutes choses qu'on peut faire sur Internet, des facilités de vie, mais qui sont très difficiles à mesurer, que la comptabilité nationale ne peut pas prendre en compte parce que c'est gratuit, c'est invisible. Donc là encore, voilà, ces gains de productivité, on a beaucoup de mal à les mesurer. Ce qui peut peut-être expliquer une chose dont parlait Pascal tout à l'heure, cette idée d'une économie qui va vers un état plus ou moins stationnaire, une croissance de plus en plus molle. Peut-être qu'elle est molle parce qu'on a du mal à mesurer ce qui se passe. Quoi qu'il en soit, cette croissance, elle nous entraîne dans nous vivons ce que certains peuvent considérer comme étant une troisième révolution industrielle. Donc peut-être que la croissance, elle a vraiment changé de nature. Et c'est cette idée de troisième révolution industrielle qu'on doit donc à l'économiste Jeremy Rifkin. Cette idée qui souligne le fait qu'on est dans une économie qui a profondément changé. Alors, qui a profondément changé parce qu'avec donc Internet, les tuyaux, mais surtout avec le web, donc les interfaces graphiques qui permettent d'utiliser Internet, on est rentré dans un monde qu'on peut considérer comme étant un monde hyper connecté. Un monde hyper connecté. Là, je vous ai mis deux références bibliographiques intéressantes, celle du sociologue américain d'origine espagnole, Manuel Castells, La galaxie Internet, qui raconte qu'est-ce que Internet change dans nos usages, dans notre manière de penser. J'aurais dû le faire d'ailleurs, j'aurais dû mettre en avant aussi l'ouvrage de Michel Serres, Petite Poussette, pour montrer dans quelle mesure la technologie nous transforme non seulement la manière dont on agit, mais nous transforme la manière dont on pense. Donc on est dans un nouveau monde, un monde, pour faire référence à des économistes, qui est le monde du coût marginal zéro. Coût marginal zéro, donc c'est ce que nous dit Jeremy Rifkin, c'est un monde où que vous produisiez 1 ou 1 million, ça ne coûte pas plus cher de produire 1 million que de produire 1, parce que ce que vous produisez sur Internet, une fois que vous avez produit une fois, vous pouvez diffuser à l'infini. Donc c'est un monde qui
change profondément la donne de la question de la création de richesse chez les économistes. Alors ce monde, c'est ce que Rifkin appelle, il correspond à ce que Rifkin appelle la troisième révolution industrielle. La première révolution industrielle au XVIIIe siècle aurait été celle de la vapeur, des technologies mécaniques qui utilisent la vapeur. Et cette révolution industrielle se double à chaque fois dans son modèle d'une révolution en termes de diffusion de l'information. Donc là, on a la vapeur et l'imprimerie. Et puis d'une diffusion des transports, d'une augmentation des transports. Et là, on a le train. Donc on a une première révolution industrielle qui va être autour de la vapeur, autour de l'imprimerie, autour du train, qui va permettre, par exemple, avec le développement de l'imprimerie, une éducation de masse de la population. On a une deuxième révolution industrielle qui est, d'une part, le moteur à combustion interne, donc avec l'énergie du pétrole, et puis le réseau électrique, qui permettent donc une communication étendue, une communication électrique, et puis en même temps, en termes de mouvement, en termes de déplacement, l'utilisation de l'avion, la communication électrique permettant aussi la télévision, etc. Donc de nouvelles façons de communiquer. Donc une deuxième révolution industrielle autour de cette association entre nouvelles technologies et nouvelles façons de communiquer. Et puis on serait donc à la troisième révolution industrielle, qui serait une révolution qui voit la convergence de technologies de communication complètement nouvelles, avec Internet, avec les satellites, le GPS, etc. Et la mise en œuvre des énergies renouvelables. Et ces nouvelles technologies permettent quelque chose une rupture, on va dire, dans le modèle, a priori, enfin c'est ce que nous dit Rifkin, une rupture dans le modèle capitaliste qui est vraiment remis en question dans ses fondements. Alors même si ce n'est pas forcément le cas dans ce qu'on peut observer, en tout cas, on va dire, son intuition, c'est qu'il y a une rupture fondamentale, c'est-à-dire que le modèle capitaliste est un modèle d'accumulation et d'appropriation privée de capital, alors que ces nouvelles technologies permettent une distribution très très large, en particulier l'énergie. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, l'accès à l'énergie est un facteur de richesse, l'accès au puits de pétrole, etc., est un facteur de richesse. À partir du moment où on a des énergies renouvelables et on a une grille, donc une smart grid, une grille intelligente, où ces énergies renouvelables peuvent être échangées entre les différents utilisateurs du réseau, eh ben, il n'y a plus besoin d'avoir de ressources naturelles dans le sol. On a juste besoin d'avoir des panneaux solaires et des grilles et un réseau physique d'échange d'énergie. Sachant qu'avec Internet, on peut mesurer, on peut calculer, on peut faire en sorte de réguler ces échanges d'énergie. Vous en avez un exemple très concret, pas très loin d'ici. Dans le quartier de la Confluence, avec un immeuble qui s'appelle Ikari, donc qui est dans le quartier de la Confluence, un immeuble qui est fait de 3 blocs, 3 immeubles, un immeuble de bureau, un immeuble d'habitation, et puis il doit y avoir un troisième, un immeuble de commerce en fait. Et en fait, ces 3 immeubles qui sont connectés, ils échangent les productions énergétiques entre eux, parce que quand les commerces quand on a besoin d'énergie dans les commerces, en fait, on n'a pas besoin d'énergie dans les appartements, parce que les gens ne sont pas là. Donc, du coup, la partie qui produit de l'énergie dans les appartements diffuse l'énergie au commerce, et ainsi de suite. Donc, en fait, on a un partage d'énergie entre ces trois immeubles. Et donc, c'est vraiment le principe de l'énergie distribuée, de cette capacité qu'on peut avoir à distribuer l'énergie chez Jeremy Rifkin, donc qui remet en question profondément justement cette notion d'accumulation du capital, parce qu'on peut aussi produire quasiment de chez soi avec des imprimantes 3D, donc on partage des schémas de production d'objets, etc. Et puis on peut quasiment imprimer chez soi, enfin on produit chez soi, donc on n'a plus besoin d'aller avoir référence à des grandes entreprises qui ont des grandes usines pour produire. Pour l'instant, on n'en est qu'aux prémices
de ce modèle-là, parce que les imprimantes 3D ne sont pas capables, par exemple, d'imprimer des objets un peu complexes. On en est aux prémices sur la question de la diffusion de l'énergie, mais ce sont des choses qui sont mises en place en Espagne, aux États-Unis. Enfin, il y a plusieurs communes, municipalités qui cherchent justement à mettre en œuvre cette idée des villes intelligentes, donc des villes qui sont des villes propres en termes de production d'énergie, avec un mode de fonctionnement qui est basé sur le réseau Internet, donc avec cette idée qu'on peut distribuer l'énergie, qu'on peut calculer qui va avoir besoin de quoi, à quel moment, etc. Donc ce modèle-là est un modèle qui est assez passionnant parce que là encore, il va un petit peu à l'encontre de l'image qu'on peut avoir du capitalisme traditionnel qui est basé sur la production physique de biens. Là, on est sur plutôt une nouvelle forme d'économie, donc on change un petit peu notre logiciel, nos valeurs, nos représentations, et ça conduit à des disruptions. Le terme est de Clayton Christensen, dont j'ai mis la photo ici, donc qui est un prof à Harvard. Qu'est-ce que c'est que des disruptions ou des innovations disruptives ? C'est la création d'un nouveau marché qui a tendance à détruire ou à remettre en question profondément le marché existant. Donc ce n'est pas forcément des innovations, il n'y a pas quelque chose de nouveau en tant que de produit, mais il y a une nouvelle façon de faire. Donc vous avez des exemples très connus comme Uber avec les taxis, comme Airbnb avec les hôtels. Uber ou Airbnb ne proposent pas de nouveaux produits. Il n'y a pas de nouveaux hôtels qui sont mis en place ou de nouvelles compagnies de taxis. Simplement, on repense le fonctionnement de ces anciennes industries. Et de ce point de vue-là, il y a ce qu'on appelle disruption, c'est-à-dire qu'on remet en question de manière extrêmement profonde et violente les positions qui étaient les positions dominantes d'alors. C'est la même chose avec Amazon et les librairies. Mais on a la même chose avec les supports numériques comme les disquettes, les disques durs, etc. et le cloud. Donc toutes les entreprises qui produisaient des supports numériques, elles ont été disruptées par celles qui proposent de mettre toute l'information en ligne. On a des sociétés qui ont eu beaucoup de mal à supporter ce changement, comme par exemple Kodak, qui a beaucoup de mal à passer au numérique, alors même qu'ils avaient été parmi les premiers à mettre en œuvre des appareils photo numériques, ils n'y croyaient pas. Et donc, quand les appareils photo numériques se sont très largement répandus, Kodak a énormément souffert, ils ont encore beaucoup de mal aujourd'hui. Et puis vous avez l'exemple d'Apple avec le Mac, qui est aussi un excellent exemple, parce que quand Steve Jobs a lancé le Mac, personne n'y croyait, en particulier IBM n'y croyait pas. Pour IBM, c'était impossible, impensable. Enfin, c'était avant le Mac, c'était l'Apple IIc, les premiers Apple qu'il a lancés avec Wozniak, les premiers ordinateurs personnels. IBM n'y croyait absolument pas, parce que pour IBM, un ordinateur ne pouvait être qu'une grosse machine dans une grande pièce, etc., et ne pouvait servir qu'à des applications professionnelles. Donc là, on a des changements profonds qui révolutionnent le fonctionnement qui ont révolutionné le fonctionnement du capitalisme. Ce qu'on observe en lien avec ce que nous dit Rifkin, c'est qu'il y a beaucoup de changements qui se basent maintenant sur la dimension numérique. On voit Uber, Airbnb, Amazon, Google, etc., qui remettent en question beaucoup de situations qui étaient des situations assises, des situations qui étaient des monopoles, des oligopoles, qui étaient vraiment constituées avec des entreprises qui ne se sentaient absolument pas menacées. Et là encore, on revient à Schumpeter, le capitalisme, c'est l'adaptation, c'est le fait de pouvoir s'adapter au changement continu, à la course à la reine rouge. Donc on en est complètement dans ce champ, et vous vous rendez compte, on s'en rend tous compte que c'est extrêmement violent. Donc c'est violent pour les entreprises, c'est violent aussi pour les individus qui doivent s'adapter. Ce changement, il est basé, cette troisième révolution industrielle, elle est basée sur une culture complètement nouvelle qui se répand. Donc une fois encore, une culture dont Michel Serres a parlé, la technologie influence notre manière de penser, mais au-delà de la technologie qui influence notre manière de penser, Internet est un outil, et le web en particulier, est un outil qui est profondément
imprégné de l'idée de liberté, donc qui va plutôt bien au capitalisme par ailleurs, hein. Donc profondément imprégné de l'idée de liberté, et de ce point de vue-là, de liberté et de collaboration, donc qui pousse à la créativité, qui pousse à l'explosion, hein, de start-up, de nouvelles applications, etc., de nouvelles façons d'apprendre, hein. Pensez à l'école 42 de Xavier Niel, pensez au hackathon, enfin toutes ces nouvelles initiatives d'apprentissage où l'apprentissage se fait par la pratique, par le fait de programmer avec d'autres personnes un week-end entier sans s'arrêter. Ces nouveaux modes de faire, ces nouveaux modes d'apprentissage, ces nouveaux modes de créativité sont rendus possibles pas simplement par la dimension technologique d'Internet, mais par la dimension éthique, par les représentations qui sont associées à ce réseau, qui est un réseau, je le répète, donc très orienté sur la notion de collaboration et de liberté. Et donc ça nous emmène à plus d'autonomie. Les individus deviennent de plus en plus autonomes parce qu'on n'a pas besoin, finalement, pour devenir producteur, d'intégrer une entreprise. On n'a pas besoin, pour devenir producteur, d'apprendre un métier dans l'artisanat et d'avoir du capital pour démarrer. On peut devenir producteur simplement avec une connexion Internet. Et avec une connexion Internet, on peut commencer à se lancer sur des productions artistiques, sur de la musique, sur de la photo, sur ce qu'on veut, sur la programmation, etc. Donc on est autonome et on devient producteur, chacun devient producteur de chez lui. Et tout ça, ça contribue à diffuser cette idée que chacun est capable de faire. C'est ce que le sociologue du CNAM, Michel Lallemand, appelle l'âge du faire. L'âge du faire, c'est une époque, notre époque, où tout le monde est en capacité de faire, de produire. Ce qui n'était pas le cas auparavant, puisque les producteurs étaient les capitalistes. Pour produire, il fallait avoir du capital. C'était les capitalistes et les artisans, etc. Là, tout le monde peut produire. Donc là encore, ça change beaucoup la donne et ça permet de diffuser, démocratiser, hein, c'est la référence au bouquin vous ne voyez pas du tout, de von Hippel, démocratiser l'innovation. L'innovation se démocratise. L'innovation, en fait, c'est quelque chose qui se fait avec les clients. Il y a une innovation qui se fait en partenariat avec la clientèle. On met à profit ou on fait travailler les clients. C'est un peu le principe, par exemple, des jeux vidéo, où avant de lancer le jeu vidéo complet, on utilise des bêta-testeurs, donc des gens qui vont tester le jeu vidéo, qui sont des futurs clients, des clients potentiels, mais qui vont jouer à ce jeu gratuitement et qui vont faire des remarques, donc qui vont contribuer à améliorer ce jeu. On le trouve donc dans plusieurs types de communautés. Par exemple, chez les sportifs aussi, hein, dans le kitesurfing, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur différentes communautés où les utilisateurs contribuent à améliorer les produits. Donc, travaillent avec les producteurs de manière à améliorer les produits. C'est ce qu'on appelle vraiment cette idée de démocratiser l'innovation. L'innovation, ce n'est plus quelque chose qu'on fait dans des bureaux d'études, qui est fait par des ingénieurs, c'est que tout le monde apporte sa pierre à l'édifice. Et ça se fait souvent, pas tout le temps, mais souvent à travers la notion de commun. Alors, la notion de commun, je vais revenir sur cette notion, je vais essayer de l'approfondir un peu parce qu'elle me paraît assez essentielle quand on parle d'innovation et quand on parle de croissance. Là, je vous ai mis le logo de Wikipédia. Le logo de Wikipédia illustre bien cette idée que la connaissance génère de la croissance, mais que cette croissance, on n'arrive pas à la mesurer, parce que plus personne n'utilise, quasiment plus personne n'utilise d'encyclopédie. Hein. Mes parents m'avaient offert l'encyclopédie Universalis, qui occupe une belle place dans la bibliothèque. C'est un joli bel objet, mais ce n'est pas un objet qu'on utilise, puisqu'on a Wikipédia, et puis on a, si on veut approfondir après Wikipédia, un certain nombre d'encyclopédies ou de ressources en ligne. Il n'y a plus un seul universitaire, je parle sous contrôle, mais peut-être les historiens qui vont aller, et encore, mais il n'y a plus un seul universitaire qui va dans les bibliothèques. Maintenant, on a accès à tout sur Internet, sur des bases de données, etc. Et donc, avec Wikipédia, vous avez la connaissance du monde, donc des centaines de milliers d'articles dans des dizaines de langues différentes, donc sur Internet, à disposition, gratuitement. Comment on le mesure ?
comment on mesure le gain de temps? Comment on mesure le gain de temps que représente? Moi, je me rappelle, quand je faisais ma thèse, qu'il fallait que je trouve un bouquin, il fallait que j'aille faire un prêt interuniversitaire à la bibliothèque universitaire. Si le bouquin n'était pas dans la bibliothèque, il fallait 3-4 jours, 5 jours avant qu'il arrive. Enfin bref, là, les bouquins, vous les avez en ligne directement, vous pouvez les consulter. Bon, voilà. Donc, comment mesurer ces gains de temps? Ce n'est pas évident. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'était la notion de commun. La notion de commun, c'est comment s'organiser, finalement. Ce changement qui est mis en avant par Rifkin, ce changement, cette révolution industrielle, elle repose beaucoup sur le changement technologique lié aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, en particulier le web. Et elle repose beaucoup justement sur les valeurs qui sont véhiculées par le web, dont celles de collaboration. Et ces valeurs de collaboration font que la notion de commun, sur laquelle je vais revenir, prend de plus en plus d'ampleur. Donc je voulais en parler tout de suite là, parce que Wikipédia, c'est vraiment l'image d'un commun. C'est-à-dire que Wikipédia, ce n'est pas détenu par une personne, ce n'est pas une personne qui est propriétaire de Wikipédia, c'est une fondation. Ce n'est pas une personne qui décide quel article on va mettre, quel article on va enlever, c'est un collectif, et c'est un collectif qui s'autocontrôle avec des règles qui se sont données, mais c'est un collectif qui fonctionne en commun. Ils ont une ressource commune à gérer, c'est cette encyclopédie, et ils font en sorte de se donner des règles de fonctionnement collaboratif pour gérer cette encyclopédie, et ça marche pas trop mal. Et cette idée de l'encyclopédie Wikipédia, ça rejoint cette idée que la connaissance, au-delà de Wikipédia, la connaissance est un bien commun. La connaissance est quelque chose qu'on a tous en partage, ce que je fais ici. Je vous donne de la connaissance, et en donnant à chacun, j'en perds pas. Donc chacun gagne et personne ne perd. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant, et là encore, qui n'est pas forcément bien, enfin si, mais pas forcément bien compris ou bien modélisé au départ par les économistes. Alors qu'est-ce que c'est que la connaissance comme un bien commun? Alors, moi, je parle de bien commun. Rifkin, dans la Société du coût marginal zéro, parle de communaux collaboratifs, ce qui est un peu moins joli comme terme, mais c'est la même chose. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est des collectifs qui visent à produire, à innover, à gérer en commun. Et qu'est-ce qu'ils mettent en avant, ces collectifs? L'idée de travailler pour la communauté plutôt que pour la satisfaction des désirs individuels, pour l'intérêt d'un seul, etc. Donc on a une manière de fonctionner qui est une manière de fonctionner qui ne cherche pas l'individu ou l'appropriation, mais qui cherche plutôt le collectif. Et cette vision, ça s'inscrit dans une culture dont je vous ai déjà parlé, qui est celle du libre accès, qui est très, très associée à la culture d'Internet. On en voit des exemples avec les petits logos, donc de Wikipédia, de Linux, qui est un système d'exploitation qui a été fait de manière collaborative, des licences Creative Commons qui permettent de protéger les biens collectifs, c'est-à-dire que vous pouvez partager des biens avec d'autres, mais vous voulez quand même vous assurer que les biens que vous partagez ne vont pas être réappropriés et ensuite vendus. Eh bien, les licences Creative Commons vous protègent, vous permettent de partager tout en interdisant de vendre ce que vous avez partagé. Alors, la connaissance en bien commun, qu'est-ce que c'est qu'un bien commun? Pour vraiment donner un exemple très, très concret, très précis, vous avez l'exemple du réfrigérateur à la maison. Le réfrigérateur, c'est un bien commun, c'est une ressource commune, et c'est une ressource qui est gérée en commun. Donc il faut se mettre d'accord sur les règles de fonctionnement pour gérer cette ressource en commun, c'est-à-dire savoir qui est-ce qui a le droit de prendre des aliments dans le réfrigérateur, qui est-ce qui va le remplir, à quelle échéance. Voilà. C'est un bien commun, donc c'est une ressource. Le bien commun, c'est deux choses, c'est une ressource, et c'est l'idée de la gérer ensemble. C'est vraiment ça. Alors, ça va évidemment un peu plus loin que ça. Je vous ai mis un peu le détail, malheureusement en anglais, parce que je n'ai pas trouvé de référence en français autour de la question des biens communs, mais c'est donc j'aurais dû mettre sa photo. La grande théoricienne des biens communs, c'est la seule femme prix Nobel d'économie, Elinor Ostrom, qui donc explique dans cet extrait que voilà, le bien commun, c'est une ressource partagée par un groupe. C'est vraiment ce que je vous disais. Ensuite, cette ressource, elle peut avoir des frontières plus ou moins fluides, plus ou moins poreuses, plus ou moins
plus ou moins identifiées. Ces frontières peuvent correspondre à un petit groupe, hein, donc ça peut être réfrigérateur, mais ça peut être aussi des choses qui n'ont pas vraiment de frontières et qui correspondent à la planète entière, la couche d'ozone, c'est un bien commun aussi. Donc vous avez plusieurs formes de biens communs avec toujours cette idée que c'est une ressource à préserver et il faut s'organiser pour la préserver. Donc historiquement, les biens communs étaient utilisés pour gérer des ressources qui étaient des ressources avec une capacité d'accès assez forte, mais dont l'utilisation pouvait priver les autres. Donc de manière très simple, si vous aviez un pré communal dans le village, ce pré communal, s'il y a une personne qui emmenait tous ses animaux paître à un moment donné et qui épuisait le pré, les autres personnes ne pouvaient pas emmener leurs animaux. S'il y avait un étang qui était un étang partagé dans le village, s'il y a une personne qui pêchait tous les poissons, il privait les autres des poissons. Donc c'est bien pour ça qu'il fallait faire en sorte de gérer cette ressource en commun. Il fallait faire en sorte de la gérer en commun parce que s'il n'était pas géré en commun, on privait les autres de la ressource. C'est une question qui se pose maintenant de plus en plus pour une ressource en particulier qui est celle de la connaissance. Parce que la connaissance, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, hein, c'est une ressource qui est une ressource qui a une caractéristique intéressante, c'est-à-dire que le fait de la partager ne me prive pas de son utilisation. Et en fait, à la limite, c'est même l'inverse, c'est-à-dire que plus je la partage, plus on peut considérer qu'elle croît. Donc c'est une ressource un peu magique, quoi. C'est un peu la multiplication des pains, si vous voulez. Donc, cette ressource qui peut être partagée, etc., très largement, qui a intérêt à être partagée. Rappelez-vous ce que je vous disais tout à l'heure sur la connaissance scientifique. Hein. Le premier journal scientifique date de 1665, et son objectif, c'est justement de partager les ressources. Et les chercheurs, depuis toujours, qu'est-ce qu'ils font? Ils partagent leurs connaissances, donc ils ne restent pas cachés avec leurs connaissances dans leur coin, ils partagent leurs connaissances pour qu'elles soient éprouvées par d'autres. Et c'est vraiment la base du travail scientifique. C'est ce qui permet de dire, par exemple, que le réchauffement climatique, c'est un fait avéré. Donc il y a des gens qui sont sceptiques, ok, mais on peut être sceptique sur le fait que la Terre est ronde, on peut considérer qu'elle est plate, mais une fois encore, on a d'un côté un positionnement idéologique et de l'autre côté quelque chose qui est basé sur la raison, sur l'observation. Donc la raison et l'observation, je vous ai dit, l'intérêt, c'est que ça fait plutôt consensus. Et sur le réchauffement climatique, c'est un exemple qui est assez intéressant, parce qu'il y a des chercheurs qui ont étudié tous les articles sur le réchauffement climatique qui ont été publiés, et ils ont repéré donc qu'il y avait 3% des articles sur le réchauffement climatique qui contestaient la véracité de ce phénomène. Donc les chercheurs qui ont repéré ces articles, ils sont allés voir les 3%, et ensuite ils ont creusé les 3%. Et tous ces 3%, donc 100% des contestataires, basent leurs conclusions sur des données fausses. Donc c'est ça l'intérêt de la connaissance scientifique, c'est qu'on n'est pas en train de discuter avec une personne en remettant en question qui elle est ou son idéologie. On discute avec une personne en remettant en question les faits qu'elle apporte. Donc c'est moins violent. Et donc ça permet justement de faire progresser la connaissance et pour le bien commun. C'est-à-dire que maintenant qu'on sait que le réchauffement climatique est un fait avéré, on peut prendre des mesures beaucoup plus efficaces, on peut s'impliquer un peu plus, beaucoup plus que s'il y avait des doutes qui subsistaient. Alors évidemment, il y en a chez certains présidents de la planète, mais une fois encore, on voit bien la différence entre une posture idéologique et une démarche scientifique, avec tout ce que la démarche scientifique a de humble et de modeste. C'est-à-dire que c'est toujours des hypothèses qu'on émet. En l'occurrence, pour l'instant, il n'y a pas eu de démonstration contestant l'effectivité du réchauffement climatique. Donc cette question du partage de connaissances scientifiques, elle est essentielle, parce que si chacun de ces scientifiques avait caché dans son coin
ces travaux, on aurait une grande difficulté à pouvoir trouver un consensus politique pour mettre en place des actions à mener. Donc l'intérêt majeur de cette démarche scientifique, de ce dialogue, c'est de partager les connaissances. Donc, les connaissances ne valent que parce qu'elles sont partagées, on le sait donc depuis longtemps, mais mises en pratique depuis le Journal des savants, 1665 à Paris. En même temps, les connaissances, c'est du pouvoir. Les connaissances, c'est de l'argent. Donc on a aussi l'idée de protéger les connaissances produites, protéger les innovations pour faire en sorte de protéger les inventeurs. Donc il y a les droits d'auteur, il y a les brevets, etc. Mais on a quand même cette tentation à faire en sorte de privatiser les connaissances. De privatiser les connaissances parce que derrière, il y a des enjeux financiers, politiques, de puissance, etc. Et donc, par rapport à la question de la connaissance, qui, une fois encore, est un acteur majeur de la croissance, de la production de richesse, même si cette richesse, on n'arrive pas à la mesurer, je vous renvoie à Wikipédia, on produit de la richesse, on produit des usages nouveaux. Chez les économistes, on oppose valeur d'usage et valeur d'échange. Valeur d'usage, c'est l'intérêt, l'utilisation de l'objet. Valeur d'échange, c'est son coût. On a du mal à dire quelle est la valeur d'échange de Wikipédia. Par contre, la valeur d'usage, on peut tout à fait la quantifier en disant, voilà, je m'en sers tant de fois par jour, etc., etc. Ça me fait gagner tant de temps. Donc, cette question de la production de valeur d'usage, à travers le partage des connaissances, c'est une question majeure parce que même si ça ne produit pas directement de la croissance mesurable, ça produit une amélioration des usages, une amélioration de la qualité de vie, etc., etc. Or, un des problèmes majeurs, c'est justement l'appropriation de cette connaissance. C'est un phénomène qu'on appelle celui des enclosures. C'est un phénomène qui a été identifié par un grand économiste d'origine hongroise qui s'appelle Karl Polanyi, qui a expliqué qu'il s'était passé un mouvement en Angleterre pendant la révolution industrielle qui a été celui de la privatisation des prés communaux. Et la privatisation des prés communaux a considérablement appauvri les paysans, a conduit à un exode rural, etc. Et pourquoi est-ce qu'il y a eu privatisation? Parce qu'avec le développement de l'industrie textile, il fallait pouvoir faire paître plus les moutons, donc il fallait utiliser les prés communaux pour faire paître les bêtes, pour les envoyer à l'industrie textile, enfin pour envoyer la laine à l'industrie textile pour gagner de l'argent. Et donc cette privatisation de ces prés communaux a globalement appauvri la population. Et on est face au même phénomène de privatisation, de mouvement des enclosures, quand on parle de connaissances. Et c'est un enjeu qui est un enjeu majeur, dont on a ici deux représentants du combat contre les enclosures. Alors, que vous connaissez peut-être, il y en a un qui est assez connu, qui s'appelle Aaron Swartz. Il est assez connu parce que ça a été un activiste, mais au sens, on va dire, plutôt extrêmement positif du terme, un activiste de la liberté sur Internet et de la capacité à diffuser des connaissances. Il est assez connu parce qu'il s'est suicidé très jeune. Alors, il s'est suicidé en particulier parce qu'il a, mettant en avant cette idée qu'il fallait diffuser les connaissances, il a piraté le serveur du MIT et il a récupéré des milliers d'articles de recherche qui sont des articles de recherche qui, normalement, auraient vocation, selon lui, à être diffusés largement, mais qui sont des articles de recherche qui sont privatisés par des maisons d'édition. C'est-à-dire que les chercheurs, pour faire avancer leur carrière, doivent publier des articles de recherche dans des journaux de très bonne facture. Ils le font gratuitement. Donc, ils envoient des articles de recherche. Les journaux reçoivent des articles de recherche. Ces articles de recherche sont évalués par d'autres chercheurs de manière anonyme. Les évaluateurs le font gratuitement. Une fois que les articles de recherche ont été évalués, certains sont rejetés, d'autres doivent être modifiés. On renvoie les articles à modifier aux chercheurs qui les modifient gratuitement.
mais qui les renvoient. Ils finissent par être publiés, et une fois qu'ils sont publiés, ils sont vendus. Et ils sont pas vendus, ils sont vendus y compris aux chercheurs qui ont publié les articles, ils sont vendus à tout le monde. Donc, ce principe des enclosures, ce principe de privatisation de la connaissance, c'était quelque chose qui allait profondément à l'encontre des valeurs d'Aaron Swartz. Et c'est pour ça qu'il a piraté donc, ce serveur du MIT. Il a été pris, il a été mis en procès, et même si il y a de grandes chances qu'il ait pu s'en sortir, je pense que ça a été un élément, le futur procès a été un élément déclencheur de son suicide. C'était quelqu'un qui était extrêmement proche d'une grande figure, justement, des Creative Commons, des licences libres sur Internet, qui s'appelle Lawrence Lessig, qui est un prof de droit à Harvard, qui était un candidat démocrate à l'élection présidentielle, et qui est quelqu'un, justement, qui a toujours été l'avocat de la diffusion de la connaissance. Une deuxième personne qui lutte contre ces enclosures et qui, elle, finalement, a réussi à réaliser le rêve d'Aaron Swartz, c'est Alexandra Elbakian, qui est, je crois, d'origine ukrainienne, enfin qui est ukrainienne, il me semble, donc une personne très jeune aussi, qui a fait le même constat, la même génération qu'Aaron Swartz. Elle a fait le même constat, et elle a réalisé justement ce que Aaron Swartz voulait mettre en place, c'est-à-dire qu'elle a créé une sorte de bibliothèque pirate qui rassemble des articles de recherche et qui les met à disposition de la communauté scientifique. Cette bibliothèque pirate rassemble 50 millions d'articles de recherche, donc c'est un truc absolument énorme. Comme je suis filmé, je ne vais pas émettre de jugement de valeur positif sur cette initiative. Cette initiative s'appelle Sci-Hub. Vous avez le logo ici qui est un corbeau qui tient une clé, et donc ça s'appelle Sci-Hub. Et c'est une initiative qui est vraiment, évidemment, condamnée par les grandes maisons d'édition de revues scientifiques, et qui est maintenue parce que le site est hébergé sur des serveurs pirates en Russie, etc. Enfin, dans des endroits un peu difficiles d'accès pour les avocats des grandes maisons d'édition. Donc, on est dans un mouvement qui est un mouvement extrêmement intéressant. Alors, il est valable pour les articles scientifiques. J'ai mis l'accent dessus parce que c'est quelque chose qui est essentiel, puisque avant d'avoir une innovation, il faut avoir une invention. Et pour avoir une invention, il faut avoir de la connaissance. Donc il faut que les connaissances se diffusent pour qu'on ait des inventions. Donc il faut diffuser le savoir scientifique. C'est un élément qui est essentiel. C'est un élément qui est essentiel, ne serait-ce que pour la liberté de penser et la liberté de savoir. Mais c'est valable aussi, cette question des enclosures, elle a été aussi à la base de très gros conflits de maisons des majors du disque, au moment où on a commencé à numériser la musique, des téléchargements pirates, etc. Donc il y a eu en France et aux États-Unis, évidemment, des offensives très fortes de ces différentes maisons contre la diffusion des œuvres sous prétexte de protéger les artistes, ce qui n'est pas le cas du tout, en fait, parce qu'il existe des mouvements alternatifs qui permettent justement de faire en sorte que les artistes puissent directement mettre leurs œuvres sur Internet sans passer par une maison d'édition, et les gens qui téléchargent, qui écoutent l'œuvre peuvent directement rémunérer l'artiste. Et on se rend compte à chaque fois que l'artiste reçoit plus en étant directement en contact avec les utilisateurs finaux qu'en passant par une maison d'édition. Donc voilà. Il y a des modèles économiques à trouver, d'ailleurs il y en a qui se mettent en place, qui sont assez intéressants, par exemple Netflix, etc. Enfin, vous payez des abonnements et vous avez accès à plein de choses. Donc voilà, ça a évolué, ce mouvement a évolué, mais il y a encore cette idée de risque de privatisation de la connaissance, et donc de lutte contre ce mouvement qui consiste à créer des enclosures. Alors ces différentes initiatives sont des initiatives qui sont basées sur la communauté, le principe de communauté, un principe de communauté avec des valeurs essentielles. Je reviens encore une fois sur ces valeurs qui sont une fois encore des valeurs qu'on retrouve
autour d'Internet, du web, etc., des valeurs donc, de liberté, de collaboration, de réciprocité, c'est-à-dire quand on prend quelque chose, on va donner quelque chose, quand on va récupérer des lignes de code à un endroit, on va aussi soi-même produire quelque chose, donner quelque chose. Donc il y a vraiment cette idée de réciprocité. La nécessité de collaborer, qui est essentielle, parce qu'on est face à des projets qui sont tellement gros, lourds, importants, etc., qu'on ne peut pas faire autrement que de générer de la collaboration. C'est le cas pour le système d'exploitation Linux. C'est le cas pour Wikipédia. Une personne seule ne peut pas le faire. Donc il faut collaborer, et on a les outils numériques qui permettent de le faire. Donc cette communauté, elle est source de capital immatériel, mais c'est extrêmement difficile de mesurer quelle est la valeur de ce capital, quelle est la valeur de la communauté qui travaille sur Wikipédia, quelle est la valeur de la communauté qui travaille sur la mise à jour, le développement de Linux, quelle est la valeur de la communauté qui travaille sur OpenStreetMap, etc. etc. Donc c'est un peu impossible à mesurer. Donc c'est quelque chose qui passe à travers la question de la croissance. Dans l'idée de la communauté, il y a vraiment cette idée aussi d'une innovation ouverte et distribuée, c'est-à-dire que chacun est porteur d'innovation, d'idées, etc. Tout à l'heure, je parlais d'Aaron Swartz. Aaron Swartz, il a commencé à tenir un blog à 14 ou 15 ans. Il était richissime à 19 ou 20 ans parce qu'il avait créé des applications Internet qui fonctionnaient très bien, etc. Donc, n'importe qui a la capacité, puisque l'innovation est ouverte et distribuée, puisqu'il y a collaboration, n'importe qui, avec du travail évidemment, a la capacité de pouvoir y arriver. Donc on est dans un phénomène qui est une fois encore assez disruptif, au sens de Clayton Christensen, dans le sens où ça remet complètement en question le capitalisme, parce que le capitalisme était basé sur cette idée d'accumulation du capital, et finalement vos concurrents immédiats, c'était ceux qui avaient beaucoup d'argent, c'était ceux qui avaient accumulé beaucoup de capital. Là, les concurrents, on ne les voit pas arriver. Enfin, pour certains, on ne les voit pas arriver. Donc ça a tendance à rebattre un peu les cartes, même si, une fois qu'elles sont rebattues, il y a de nouveaux grands empires qui se mettent en place et qui occupent très largement, vous connaissez les GAFA, qui occupent très largement l'avant-scène du capitalisme mondial. C'est ce modèle de la communauté, cette pensée de la communauté, ça contribue aussi à une autre vision de l'organisation. C'est un sujet qui m'intéresse particulièrement parce que quand on parle d'économie, on parle de la société en général, on parle de modèles globaux. On se sent finalement assez impuissant ou on est confronté finalement à une réalité qui nous est assez lointaine, alors que cette réalité-là, on peut aussi en prendre la mesure dans les transformations que ça met en œuvre au sein des organisations, puisque les organisations, de plus en plus, l'entreprise, de plus en plus se pose la question de la production de connaissances, se pose la question de la production de connaissances distribuées, se pose la question de la collaboration, c'est-à-dire que les entreprises sur le modèle taylorien traditionnel, vertical, avec une information qui passe du sommet vers le bas, mais absolument rien qui remonte, ces entreprises-là, assez figées, elles ne sont pas du tout adaptables, une fois encore, comme nous le disait Schumpeter, à une société qui est de plus en plus horizontalisée sur le modèle d'Internet, de plus en plus collaborative, où les innovations vont très vite parce qu'elles sont conduites par des gens qu'on n'imagine pas être des innovateurs au départ. J'ai travaillé pendant très longtemps à la communauté urbaine de Lyon sur des programmes de développement local, et quand j'avais des réunions avec des partenaires, c'était des partenaires qui étaient tous plus âgés que moi, enfin, c'était des gens qui étaient en poste, qui avaient des fonctions reconnues, qui avaient des carrières, etc. Je ne travaillais plus à la communauté urbaine de Lyon, mais de temps en temps je travaille avec la communauté urbaine de Lyon, et je me rends compte qu'il y a beaucoup de parties prenantes, beaucoup d'acteurs qui sont des gens extrêmement jeunes parce qu'ils maîtrisent justement ces nouveaux outils, ces nouvelles façons de penser, ces nouvelles communautés, ces nouvelles connexions. Donc on a un changement qui est un changement profond, y compris dans nos organisations. Et là encore, très difficile à mesurer. Quoi qu'il en soit, quand on parle de progrès technique, il faut bien se rappeler que la technologie n'est pas tout. Alors Steve Jobs nous le dit,
Hein, Steve Jobs nous le dit que la technologie, c'est pas tout. En gros, la citation, c'est le fait de dire que Apple avait une recherche et développement qui était à peu près microscopique par rapport à la recherche et développement de IBM. Et pourtant, Apple a créé, a innové de manière disruptive et a mis en difficulté IBM. Et on a le même constat hein, avec l'OCDE qui nous dit que l'innovation, ça peut être aussi quelque chose qu'on trouve dans l'organisation du lieu de travail. Donc l'innovation, elle peut être dans l'organisation. Et c'est un point qui est intéressant, et là encore, une fois encore, difficile à mesurer. Donc là, on n'est plus tellement du côté de la croissance, on est plutôt du côté du bien-être, du côté d'une autre façon de travailler. Une façon de travailler alors, avec des formes qui sont mises en avant, comme les entreprises libérées, comme l'holacratie, comme la sociocratie, des formes de fonctionnement agile, etc. Nouvelles façons de travailler qui sont des façons de travailler beaucoup plus horizontales, beaucoup plus collaboratives, parce que ça permet de manager les connaissances 2.0, donc les connaissances à l'ère d'Internet. Avec Internet, les connaissances sont faciles d'accès, c'est ce que nous dit Michel Serres dans Petite Poussette, hein, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de dépenser du temps de cerveau pour apprendre les choses, comme les Aèdes à l'époque de la Grèce antique, chez Homère, etc., où il fallait apprendre l'Iliade, l'Odyssée pour le réciter, et pour perpétuer cette mémoire-là, on n'a plus besoin de ça. Notre temps de cerveau, on peut l'utiliser à une grande partie pour résoudre des problèmes, pour faire quelque chose. Rappelez-vous, hein, l'âge du fer. Donc, on est dans une autre manière de penser aussi les personnes qui sont beaucoup plus des agents, des acteurs de transformation, qui ont les capacités de faire, plutôt que des exécutants. Alors, Wikipédia, etc., l'open access, enfin, tout ça illustre le potentiel hein, de la culture participative qui est associée à Internet. Je ne reviens pas dessus. Cette idée de l'accès libre à la connaissance, c'est vraiment cette idée de démocratiser l'innovation. Plus l'accès à la connaissance est large, plus on démocratise l'innovation, plus il y a des nouvelles personnes qui arrivent et qui donnent des petits éléments supplémentaires pour améliorer ce qui avait été déjà élaboré par certains. On l'a en particulier dans des espaces qui sont des espaces extrêmement innovants, comme les makerspaces, les Fab Labs, les espaces de coworking, etc., qui sont des nouveaux lieux d'innovation ouverte où des gens qui travaillent au départ, chacun sur leur projet, se rassemblent et puis partagent des compétences, et en général des compétences extrêmement éloignées les unes des autres, pour créer quelque chose de neuf. Et c'est cette diversité qui génère justement l'innovation. Donc ces lieux, je vous parlais tout à l'heure de territoires qui sont des territoires accélérateurs d'innovation, de territoires où on organise la créativité. On a aussi des lieux où on organise la créativité. Donc les Fab Labs, hein, les hackerspaces, les makerspaces, les espaces de coworking, les living labs, sont des lieux justement où on cherche à générer de la créativité et de l'innovation. Donc on a une innovation qui n'est pas simplement technique, mais qui peut être sociale, parce qu'elle repose sur des processus collaboratifs. Pendant très longtemps, le management, à un moment, a essayé de faire du management participatif pour impliquer les salariés, etc., donc, avec plus ou moins de réussite. On pouvait considérer que ça pouvait être des formes managériales permettant de développer la motivation pour des gens qui étaient peu motivés, etc. Là, on n'est plus dans des formes managériales ou dans des usages managériaux manipulatoires, etc., pour améliorer les choses. C'est une nécessité pour les organisations. C'est vraiment une nécessité pour les organisations de se réformer pour devenir des organisations apprenantes, pour qu'elles deviennent des organisations productrices de connaissances. Et donc, il y a de plus en plus d'organisations qui en ont conscience parce qu'elles se rendent bien compte qu'elles vivent dans cette course à la Reine Rouge, hein, où d'autres courent aussi et où tout le monde cherche à innover, à changer les usages, etc. Ce qui renvoie aussi, je pense, une question moi, qui me paraît centrale, mais qui est finalement pas suffisamment adressée, c'est celle de la question de l'apprentissage, apprendre autrement.
la forme d'apprentissage, la forme de fonctionnement que nous avons ensemble en ce moment, elle est, je pense, vouée à disparaître parce qu'elle n'est pas du tout adaptée à l'apprentissage. On apprend bien quand on trouve quelque chose. Il faut trouver pour apprendre. Donc, quand on est dans une écoute, alors j'ai la chance d'avoir un public qui n'est pas du tout passif, donc qui est dans une écoute active, mais la plupart, parce que c'est un public qui a l'expérience qui a une certaine forme de sagesse, je vais revenir sur cette question, donc qui a on va dire, la compréhension de l'importance de la connaissance. Mais les étudiants de 18 ans, ils n'ont pas forcément cette compréhension-là. Et je pense que pour une société qui veut être une société de la connaissance, il est indispensable d'adapter les modes d'apprentissage. Et donc des modes d'apprentissage comme celui-là, pour des étudiants de 18 ans, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, parce que très rapidement, ils font autre chose. Là c'est exceptionnel d'avoir des personnes. C'est pour ça, c'est mon bain de jouvence annuel d'avoir des gens qui m'écoutent pendant 2 heures. Ça n'existe pas d'habitude, c'est pas possible. Mais c'est pas possible aussi pour des questions très physiologiques. Notre cerveau, il n'est pas fait pour écouter pendant 2 heures. Il a des périodes d'attention de 10 minutes. Il faut normalement intercaler des moments de relâchement un peu. C'est difficile de rester concentré pendant 2 heures de suite. Donc, je vous en remercie d'ailleurs beaucoup. Donc, mais voilà, je pense que ça pose vraiment de manière fondamentale la question de l'apprentissage. Comment est-ce qu'on peut avoir des modes d'apprentissage autres, sachant que ça existe depuis très longtemps. Il suffit de réfléchir un petit peu à ce que c'était que les apprentissages un peu alternatifs, type Freinet, Montessori, etc. Des apprentissages qui sont basés sur l'action, qui sont basés sur le faire, qui sont basés sur la coopération, sur l'entraide. On apprend bien aussi quand on aide les autres. Et on n'apprend pas tous à la même vitesse. Donc des classes où les étudiants ou les élèves ont le même âge, ça n'a pas de sens. Parce qu'il y a des gens qui ont appris plus vite que d'autres. Des classes où on individualise les résultats n'ont pas de sens, parce qu'on apprend bien quand on collabore. Des classes où on a un savoir qui se déverse de manière unilatérale n'ont pas de sens, parce qu'on apprend bien quand on participe, quand on crée, quand on est actif. Donc ça pose vraiment ces questions d'apprentissage. Alors, c'est des questions évidemment qui sont quand même qui émergent. Des lieux comme les Fab Labs, donc les laboratoires de fabrication, où les gens vont bricoler, etc., sont des lieux d'apprentissage très forts, parce que des gens qui ont chacun des compétences sur l'utilisation d'un outil peuvent partager leurs connaissances et partager leurs compétences. Donc ça permet d'apprendre de manière conviviale, de manière collaborative. Donc on apprend en faisant. Et on a à Lyon, je le mentionne parce que ça me paraît vraiment important, le premier Fab Lab public qui a ouvert ses portes sur le campus de la Douai, c'est la Fabrique de l'innovation. C'est un Fab Lab donc, qui va permettre à des étudiants de tester des projets, de créer des prototypes, qui en même temps va associer un espace de coworking où les gens vont pouvoir se croiser, échanger des idées, etc. Et ce Fab Lab, il fonctionne aussi avec cet esprit qui est un esprit essentiel qu'on trouve aussi dans la culture Internet. C'est un esprit qui est celui de l'essai-erreur. C'est-à-dire que pour apprendre, il faut essayer, il faut tester. Et il faut se tromper, et il faut considérer que l'échec fait partie du processus d'apprentissage. On a tous appris à marcher en tombant. Dans un système éducatif où on met des mauvaises notes ou des heures de colle à ceux qui se trompent, on ne rentre pas dans une logique d'apprentissage. On dégoûte les gens de l'apprendre. On leur montre que l'apprentissage, c'est quelque chose de douloureux. Dans les Fab Labs, dans les hackerspaces, dans tous ces lieux que je fréquente, il y a beaucoup de gens qui ont autour de la trentaine, voire moins, les gens s'amusent, ils travaillent dans une logique qui est une logique aussi de plaisir. Donc on ne peut pas apprendre sans plaisir, ce n'est pas possible. On peut dresser sans plaisir, c'est ce qu'on fait beaucoup. Mais on ne peut pas permettre justement un épanouissement et l'apprentissage qui va avec. Donc là, ce sont vraiment, je pense, des questions de société, mais profondes, qui doivent un petit peu nous animer, nous faire réfléchir, parce qu'on est dans la course à la Reine Rouge. La société française est dans la course à la Reine Rouge, comme toute société. Et si on veut arriver à pouvoir être innovant, créatif, etc., il faut pouvoir mettre l'accent sur la créativité des uns et des autres. Et la créativité, et notamment des jeunes, la créativité, ça ne commence pas avec l'idée que quelque chose qui n'est pas juste est faux. Ce n'est pas possible.
Parce qu'il suffit d'avoir vécu un petit peu pour se rendre compte que quelque chose qui est juste, son inverse peut être juste aussi. C'est le physicien Niels Bohr, un des pères de la mécanique quantique, qui disait que l'inverse d'une bonne idée pouvait être aussi une bonne idée. Ben, on est dans un monde, justement, qui est un monde gris. Il n'y a pas de vérité et d'erreur, enfin de choses 100% justes, 100% fausses. Et donc, le fait d'inculquer une vision très binaire dans le système éducatif ou quelque chose qui n'est pas vrai et nécessairement faux, ça décourage aussi l'expérimenter. L'expérimentation, c'est précisément la notion de bricolage, c'est celle qu'on trouve chez Lévi-Strauss, c'est le fait d'essayer, de se tromper, d'ajuster, de recommencer, et ainsi de suite, et de progresser comme ça. C'est ce qu'on trouve aussi dans d'autres cultures, par exemple chez les Japonais, cette notion d'amélioration continue, c'est-à-dire qu'on essaie de s'améliorer chaque jour un tout petit peu plus par rapport au jour précédent. On ne sera jamais parfait, mais on essaie d'être un petit peu meilleur d'un jour sur l'autre. Ce n'est pas possible quand on est dans une logique de vrai ou de faux, de juste et de faux. Si on se plante, on considère qu'on est mauvais et on restera mauvais toute sa vie. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment une question qui est centrale dans notre société et qui m'amène à ma conclusion, qui va être une conclusion autour de la notion de sagesse. Voilà, de la connaissance à la sagesse, parce que j'ai eu un propos qui était un propos essentiellement orienté sur une vision de la croissance, du lien entre connaissance et croissance, donc de cette notion de croissance que vous allez retravailler, donc d'une notion qui est une notion matérielle, une notion économique, et une notion qui est peut-être intéressante de dépasser. On l'a vu quand on parlait de croissance. La croissance, ce n'est pas forcément le bonheur, ce n'est pas forcément vivre mieux, ce n'est pas forcément de la création de richesse au sens strict du terme. Résumer le progrès ou le fait d'être dans une logique de croissance à le fait de posséder, à l'avoir plutôt que l'être, c'est quelque chose qui est discutable. La connaissance scientifique, c'est, malgré tout l'intérêt que ça peut avoir par rapport à ce que je vous en ai dit, ça reste un outil. Ça reste un outil, ça reste des briques qui servent à construire quelque chose. Mais c'est la sagesse qui nous dit qu'est-ce qu'on veut construire. C'est le rapport qu'on a au monde, la manière dont on se perçoit dans le monde, la manière dont on perçoit le monde aussi, qui peut nous orienter dans l'utilisation de ces connaissances. Et donc toutes ces choses-là sont aussi des choses, je pense, qui sont résiduelles, dont on ne parle jamais, parce que dans notre culture cartésienne, on a séparé l'objet du sujet. Donc le sujet, c'est tout ce qui relève de la psychologie, de la religion, des sentiments, etc. C'est des trucs un peu compliqués, pas trop en parler, on laisse de côté. On ne peut pas l'étudier de manière scientifique, on va dire. Et puis l'objet, par contre, on peut l'étudier, on peut l'analyser, c'est-à-dire le découper en morceaux pour comprendre comment ça fonctionne. Sauf qu'on ne peut pas comprendre les objets si on ne comprend pas le sujet. On ne peut pas dissocier les deux. Il n'est pas possible de comprendre un smartphone, un objet, si on ne comprend pas son utilisateur. Parce que l'objet transforme l'utilisateur. Et l'utilisateur transforme l'objet, puisque l'utilisateur va télécharger de nouvelles applications, voire même suggérer à certains de nouvelles applications, de nouvelles fonctionnalités. Donc on est dans une interaction constante entre sujet et objet. Et cette séparation entre les deux, qu'on a depuis Descartes, c'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive à régler aussi. Et je pense que c'est un sujet qui est important, mais un sujet dont on ne parle pas, mais un sujet dont je vais vous donner une illustration assez intéressante. C'est la figure de Bouddha. La figure de Bouddha qui a une main vers le sol, parce qu'il puise sa force dans le sol, dans la matérialité, et puis une main orientée vers le ciel, parce que la spiritualité se nourrit de la matérialité, et finalement la matérialité n'est rien sans la spiritualité. Donc cette unification du corps et de l'esprit qu'on retrouve dans cette position, c'est la position méditative, c'est une forme de méditation. La méditation, c'est l'unification du corps et de l'esprit. C'est quelque chose, évidemment, qui est très loin de la croissance économique, mais qui n'est pas forcément très loin du bien-être et de la création de sens et de la sagesse.
qui est peut-être loin de la science, encore que, je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu, mais il y a de plus en plus d'études scientifiques en neurosciences qui montrent les bienfaits de la méditation, etc. Mais des choses qui doivent aussi nous interpeller, nous questionner sur la société que nous voulons, et sur cette question de croissance, parce que les outils, une fois encore, hein, conditionnent la manière de penser. Alors, Michel Serres nous l'a dit largement, hein, déjà. Les outils conditionnent la manière de penser. Les indicateurs économiques, ou les outils économiques, les concepts économiques, conditionnent notre manière de penser. Donc si nous pensons que croissance, qu'avec la croissance, qu'avec des chiffres, etc., notre manière de penser, évidemment, elle ne peut pas s'élever au-delà de cette matérialité-là, de ces outils-là. Donc il est important d'aborder d'autres aspects. Et puis pour ceux qui sont un peu allergiques aux dimensions spirituelles, je vous laisse méditer ces réflexions, me semble-t-il, assez profondes. Alors en français, la connaissance, c'est savoir que la tomate est un fruit. La sagesse, c'est de ne pas mettre de tomate dans une salade de fruits. La philosophie, c'est de se demander si ça signifie que le ketchup est du smoothie. Je vous remercie. Et donc, voilà, je suis ouvert à vos questions. Alors, je ne sais pas s'il y a un micro qui circule. Non ? Donc, je répéterai les questions, du coup. Vous nous avez beaucoup parlé d'Internet et le fait qu'Internet prend de plus en plus de place dans la vie de tout le monde. Une coïncidence, hier, il semblerait que nous ayons eu une panne d'Internet sur le plan national, peut-être. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Moi, je vais poser une question bête et méchante. Je me dis que plus ça va aller, plus il y aura de monde et d'utilisateurs et d'utilisation d'Internet. Est-ce qu'Internet ne va pas exploser? Donc une question sur, sur le fait qu'Internet se répande de plus en plus et sur le fait qu'avec de plus en plus de monde, etc., est-ce qu'Internet ne va pas exploser? Je ne suis pas un spécialiste de la technique, mais je pense qu'il y a plus de chances que nos cerveaux explosent qu'Internet n'explose. Et ça me fait penser à un point, je pense qu'il est important. Je n'ai pas mentionné concernant la course à la Reine Rouge, concernant les ludistes qui cassaient les machines. C'est-à-dire qu'on peut être effrayé par ces changements-là, par le fait que la technologie prend de plus en plus de place dans notre vie. On peut être effrayé, on peut le déplorer, mais si on prend un petit regard historique, ce qu'il faut vraiment bien réaliser, c'est qu'on n'a jamais pu stopper la technologie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'arrêter. C'est quelque chose qui n'est pas arrêtable. Donc on peut faire avec, on peut le refuser et faire un pas de côté, mais on ne peut pas l'arrêter. Et donc ça nous oblige quand même à réfléchir justement à ces changements-là, parce qu'ils sont inéluctables. Oui ? Oui, le nom de Jean Covici a été évoqué tout à l'heure, très sommairement. Et au début de votre propos, j'ai été frappé par le fait que vous avez commencé par, pour développer l'économie, la croissance, il faut du capital, du travail, mais il manque quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ce quelque chose? C'est justement la connaissance. Mais vous savez sûrement que Jean Covici a fait un sur le fait qu'il y a un quatrième facteur, disons, qui est ce que fournit la nature en général, et notamment l'énergie. Notamment l'énergie qui, à 90 ou 95%, est encore une énergie fossile, avec de lourdes menaces sur le moyen et long terme. Donc, ce qui m'a frappé aussi, c'est que vous avez dit, mais c'est passé très très vite, on se pose des questions, pourquoi est-ce que la productivité du travail ne fonctionne plus aussi bien en croissance que depuis 30 ou 40 ans,
Et la réponse est très claire, bien entendu. Or, les fameuses courbes de Jancovici, vous avez une courbe, une droite rectiligne, vous avez la productivité du travail qui suit l'augmentation de la consommation d'énergie d'une manière absolument flagrante et saisissante. Pour ça, les spécialistes de l'économie apparemment s'en fichent. Votre question, alors, elle rejoint finalement toutes les... je pense des questions que tout le monde se posera, que vous allez vous poser dans d'autres séances, c'est finalement cette notion de durabilité du développement, c'est-à-dire que la croissance, c'est jusqu'où? Il y a un moment, comme la croissance repose sur l'énergie fossile et finalement sur des ressources naturelles, l'exploitation à outrance de ces énergies fossiles et des ressources naturelles fait qu'il y a une limite physique à la croissance. Donc cette limite physique à la croissance, c'est un élément qui va nous conduire, enfin qui nous conduit déjà, mais qui va nous conduire, j'espère, à repenser la manière dont on pense la croissance. C'est-à-dire que si cette croissance, si on continue à la considérer comme étant essentiellement matérielle, elle n'a pas de très beaux jours devant elle parce qu'il y a plusieurs études depuis très longtemps qui ont montré que, par exemple, ne serait-ce que si les Chinois avaient un niveau de vie qui était équivalent aux Américains, il faudrait 3 ou 4 planètes pour pouvoir satisfaire ce niveau de vie. Donc matériellement, ce n'est pas possible. Après, on pourrait se dire, avec Jeremy Rifkin, il y a des alternatives parce qu'on a des énergies distribuées avec le solaire, enfin des énergies renouvelables. Il y a des alternatives parce qu'avec l'utilisation d'Internet, finalement, on consomme moins de ressources, on se déplace moins, etc. Mais même là, il y a des calculs qui sont faits et qui montrent que l'utilisation d'Internet est extrêmement gourmand en énergie. Extrêmement gourmand en énergie, et en particulier les nouvelles technologies comme la blockchain, qui sont des technologies que certains cherchent à mettre en place, sont énormément gourmandes en énergie. Donc là aussi, même avec Internet, il est possible qu'il y ait un mur, on va dire un mur matériel au développement, c'est-à-dire que même si on est plutôt dans un comportement assez frugal de consommation, si grâce justement à Internet on fait du covoiturage, du co-living, etc., enfin, qu'on partage nos ressources, qu'on partage nos perceuses, etc., malgré tout, on a quand même des limites qui sont liées aux limites effectivement énergétiques de production d'énergie de la planète. Donc, une fois encore, un argument qui pousse à penser différemment la croissance. Oui ? Deux questions. La première, quel est le statut légal de la plateforme de publication Arxiv? Est-ce que son statut est légal ou au contraire, est-ce que c'est une plateforme identique à Sciences Po? Je ne sais pas. Je ne connais pas. Parce que je regarde. Arxiv, justement, beaucoup de chercheurs sont friands de publier librement sur Arxiv parce que ça prend beaucoup moins de temps et en plus c'est moins cher que passer par les publications officielles. Mais après, il y a beaucoup de sites, notamment il y a le CNRS avec ALSHS, il y a beaucoup de sites de publications en ligne qui sont parfaitement légaux, qui permettent d'avoir un accès assez facile à ces articles. Il y en a beaucoup, mais la difficulté, c'est que, alors ça c'est un truc un peu technique, mais la difficulté, c'est que les chercheurs ne sont évalués que sur la renommée des revues dans lesquelles ils publient, et les revues dans lesquelles ils publient sont des revues qui appartiennent à des groupes privés. Voilà. Donc il y a des moyens de publier de manière libre. Moi, ça m'est déjà arrivé de publier dans des revues à diffusion libre, donc avec une diffusion gratuite, etc. Mais ce n'est pas forcément des revues qui sont très valorisées pour les chercheurs. Et puis ma deuxième question, cette tendance résiduelle à la privatisation de la connaissance qui freine la large diffusion justement par le web, est-ce que ce n'est pas une conséquence du fait que le législatif et surtout le contrôle ont du mal à suivre le développement ultra rapide et exponentiel d'Internet? Est-ce qu'il n'y a pas un problème?
C'est certain, on le voit d'ailleurs, par exemple, sur la manière dont l'État français cherche à réglementer l'économie collaborative. C'est-à-dire que la société va beaucoup plus vite que le droit ou que les lois, et donc il faut arriver à réglementer tout ça. La difficulté aussi, c'est qu'on est sur un espace qui est mondial, qui n'est pas national. Donc d'où l'intérêt, par exemple, de la licence dont vous parlez, Creative Commons, qui est une licence qui n'est pas une licence gérée par un État, qui est vraiment gérée par un collectif. Donc il y a aussi la production de droits, qui est une production qui correspond à des entités qui ne sont pas étatiques. Donc là aussi, c'est assez intéressant. Mais la remarque que vous faites, la question que vous posez, elle est parfaitement juste. C'est-à-dire que quand je vous disais qu'il y a une course à la Reine Rouge et qu'il faut s'adapter au changement, il faut s'adapter au changement aussi dans notre société. C'est-à-dire que notre société, elle a été bâtie sur un certain nombre de choses. Je parlais du système éducatif, mais on peut aussi parler de notre code du travail, on peut parler aussi de nos représentations du travail, notre manière de fonctionner en démocratie sur des usages qui sont anciens et pour lesquels, qui n'existaient pas à un moment où le numérique a été mis en place. Et donc, du coup, le numérique remet en question un certain nombre d'usages. Et donc, il faut que la société puisse s'adapter. La difficulté, il faut que l'État puisse s'adapter. La difficulté, c'est qu'il faut que l'État puisse s'adapter en fonctionnant comme fonctionne maintenant ce monde-là, donc dans un fonctionnement qui suppose beaucoup plus de collaboratif, beaucoup plus de discussion. Ça a été le cas, il y a une loi sur le numérique dans le précédent gouvernement qui a été mise en place avec des consultations assez fortes avec les citoyens. Donc il y a eu des discussions qui ont été mises en place. Donc c'est peut-être aussi il y a des nouveaux modes à trouver. Globalement, si on veut réfléchir de manière, on va dire, un peu modélisée, on a toujours vécu dans un système hiérarchique, dans un système vertical, qui est le système qui correspondait historiquement au rapport entre les hommes et les dieux. Donc, on a un système profondément vertical qui ensuite a donné la royauté, etc., et qui donne notre République. Un système vertical, mais qui est confronté maintenant à un autre système, à un autre mode de fonctionnement, qui est Internet, donc qui est profondément horizontal. Et du coup, comment arriver à articuler les deux? Il y a une vraie difficulté parce qu'une fois encore, on ne peut pas interdire la technologie. Donc Internet existe et il faut en tenir compte, et ce n'est pas simplement un outil, c'est aussi une manière de penser. C'est-à-dire que les jeunes générations, quand elles arrivent sur le marché du travail, elles pensent de manière beaucoup plus collaborative, beaucoup plus horizontale que les générations plus anciennes. Et donc, du coup, si le monde du travail ne s'adapte pas à leur fonctionnement, on passe à côté de beaucoup de compétences. Donc voilà, il y a cette quadrature du cercle à essayer de résoudre. Oui, et puis après, monsieur. Moi, je voulais rajouter une remarque concernant les travaux sur la pédagogie collaborative. Nous avons un chercheur lyonnais qui a beaucoup travaillé il y a plus d'une trentaine d'années auprès des écoles primaires où il avait démontré en effet que l'apprentissage en termes collaboratifs était plus efficace pour que les enfants apprennent. Et je parle là de Philippe Mervieux. Je suppose que vous le connaissez. Et puis mon autre question, c'est si nous arrivons à une société plus horizontale, comment va se jouer la rémunération du travail s'il est autant collaboratif? Est-ce que nous n'allons pas vers une société où finalement il faudra que chacun ait un revenu en dehors de son travail pour pouvoir collaborer autrement? C'est une question extrêmement complexe, la question de si on horizontalise la société, le travail, etc., donc on sort du salariat, et donc ça pose vraiment la question de la rémunération du travail. Donc ça, c'est vraiment une question de fond qui est posée à l'évolution de la société. C'est-à-dire qu'on a une société qui est aussi basée sur la verticalité du rapport salarial, sur le contrat de travail. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est remis en question par ces transformations. Il existe des possibilités. Pour l'instant, il y a vraiment des... je pense qu'on bricole, mais on bricole au sens noble du terme. C'est-à-dire qu'on essaye
des choses, il y a des statuts comme celui d'auto-entrepreneur, il y a des discussions sur le revenu universel. Voilà, on est dans une situation de transition, donc comment arriver à faire en sorte que que les structures de la société puissent se mettre en adéquation avec ces transformations-là. Non seulement ce n'est pas évident, mais surtout, il ne faut pas s'attendre à ce que ça se fasse de manière définitive. C'est-à-dire qu'on est dans une société ou dans un modèle qui change. Et donc, il va falloir penser, là encore, des modèles qui vont changer, alors qu'on a été plutôt habitué à avoir des structures assez rigides, assez stables, etc. C'est plus possible dans une logique évolutive, dans une logique donc, de course à la reine rouge, avec des changements en continu. Il faut accepter aussi le changement comme quelque chose qui fait partie de nos vies, nos existences, etc. Et donc, il faut s'habituer à des changements fréquents. Et ce qui est extrêmement, et on le voit très bien avec les manifestations contre la loi travail, par exemple, qui est extrêmement douloureux, difficile, parce que ça va à l'encontre des représentations qu'on pouvait avoir. On a construit une représentation du monde du travail sur les années 60 et on est dans une situation où il y a des changements vraiment rapides et profonds et qui nous interpellent, qui nous questionnent et qui nous inquiètent et qui nous doivent nous permettre, enfin, nous pousser à réfléchir à de nouvelles formes de société. Mais voilà, on est encore pris dans un mode de réflexion qui correspond à l'ancien monde qu'on maîtrise. C'est difficile de se projeter dans quelque chose d'autre parce que là, on n'a pas beaucoup d'emprise sur ça. Peut-être que le travail, ça a été un des titres d'un bouquin de Jeremy Rifkin, hein, c'est aussi une des idées avancées par Dominique Béda, le travail comme quelque chose qui est en voie de disparition, qui va disparaître. Peut-être que le travail au sens de la contrainte, le tripalium, etc., c'est quelque chose qui est en train de progressivement être mis en question pour arriver à de l'activité où on peut se réaliser dans ce qu'on fait. Ça arrive dans certaines activités, même pour certains travaux, mais ce n'est pas forcément la majorité. Mais comment rémunérer l'activité, effectivement ? Comment rémunérer des gens, par exemple, qui vont contribuer à Wikipédia, alors même que c'est extrêmement utile ? Comment rémunérer des gens qui vont contribuer à construire des communs pour gérer, par exemple, des jardins partagés, etc. Voilà, tout ça, c'est quelque chose qui est complexe parce que dans nos représentations, on a une idée du salariat et du salariat qui correspond au fonctionnement de l'entreprise. Voilà, donc, on est dans une phase... Là, pour le coup, je reprends les mots de Christensen, disruptive. Hein. La société est en train de vivre une disruption très forte parce que le changement devant lequel nous sommes, ce n'est pas un changement qui est un changement conjoncturel, c'est un changement profond de société. Et c'est des changements, je me balade un petit peu dans le monde pour aller voir justement en particulier ces nouveaux espaces collaboratifs, et je peux vous dire que à Tokyo ou à Bangkok, ou en Angleterre, etc., on a finalement les mêmes personnes qui ont les mêmes aspirations et qui ont les mêmes pratiques. Donc ces changements, finalement, ils sont aussi assez... ils sont pas liés, par exemple, à une approche liée à un pays ou à une culture, etc. On les retrouve de manière assez large. Donc c'est ce qui fait dire qu'on est dans une transformation assez profonde et que donc, il faut y faire face. Et une des difficultés, on n'a pas le temps de creuser la question, mais une des difficultés, c'est que c'est un univers qui est un univers profondément distribué, avec un risque qui est beaucoup d'individualisation. Il y a beaucoup de collectifs, il y a de la communauté, il y a du fonctionnement collaboratif, mais c'est des communautés ad hoc qui vont se former pour des moments précis, etc. Donc ce n'est pas un univers, par exemple, qui est producteur de corps intermédiaires, comme le monde du travail l'avait été. De corps intermédiaires qui peuvent rentrer en discussion, de corps intermédiaires qui peuvent garantir des droits, etc. C'est un univers où on est dans des relations qui sont à la fois collaboratives, mais qui peuvent aussi être assez individuelles. Donc il y a quel collectif pouvoir mettre en place. Donc, il y avait une question par un monsieur là-bas, je crois, oui, et puis après on va prendre là-bas. Oui. Ces expériences, cette tendance à aller vers collaborative, distribuée, me paraît un petit peu anecdotique parce que au final, je pense que les grandes sociétés comme Google vont reprendre la main
pour nous emmener vers une société que l'on peut déjà se préfigurer avec le big data, et on aura certainement l'absorption de ces expériences-là qui nous feront aller peut-être vers une société moins idyllique que ce que vous pensez, qui sera plutôt basée sur le big brother de l'envoi. Donc nous modérons. Ah non, mais moi, je ne suis pas en train de décrire un avenir qui chante. Je suis en train de décrire... Ben non. Je ne suis pas en train de dire que c'est très bien. Je suis en train de dire que c'est. Et comme c'est, il faut l'accompagner. Mais après, la manière dont ça va évoluer... Parce que monsieur disait, il y a une possibilité, comme on l'a vu très souvent dans le développement du capitalisme, à on va dire, une absorption de ces nouvelles initiatives, une reprivatisation du collectif et l'émergence finalement de grands groupes qui vont dominer la planète, ce qui est déjà le cas en partie, hein, et qui nous emmène vers un monde qui va être un monde plutôt inquiétant, qui peut correspondre à la dystopie de 1984 d'Orwell, un monde où tout le monde sera contrôlé, où tout le monde sera fiché, où on saura tout ce qu'on fait, parce que comme on laisse des traces dès qu'on utilise un smartphone, un ordinateur, etc., tout le monde, enfin le système, le Big Brother, connaîtra tout de nos actions et pourra nous donner ce qu'on a envie d'avoir. Donc comme ça, on ne sera pas dans la contestation, il saura d'avance ce dont on a besoin et on pourra avoir la pizza, avant même d'avoir pensé avoir besoin d'une pizza, on l'aura livrée chez nous. Donc c'est quelque chose qui est aussi du domaine des possibles, et le big data, c'est des technologies qui vont dans cette direction-là. Et donc c'est pour ça que je parlais, c'est pour ça que mon propos était celui de déplacer un peu le débat, d'un débat d'économistes ou d'économie sur, on va dire, y compris le numérique, la croissance, etc., vers un débat qui est sur la sagesse. Donc, ce qui rend possible ce déplacement de débat, malgré tout, c'est le fait que la connaissance soit beaucoup plus accessible qu'elle ne l'a jamais été. Ce qui rend possible ça, c'est le fait qu'il est possible de se regrouper de manière beaucoup plus facile que c'était le cas auparavant. Donc il est possible aussi de construire beaucoup plus facilement que c'était le cas auparavant des contre-pouvoirs. Ça, c'est quelque chose qui est rendu possible par le côté distribué d'Internet, à part éventuellement avec la Chine, mais la Chine, même la Chine, on arrive à pénétrer les firewalls, donc les protections, hein, des internautes mis en place par la Chine pour protéger son espace et pour pas qu'on puisse envoyer ce qu'on veut. Vous savez peut-être, mais il y a 2 millions de personnes en Chine dont le boulot consiste à protéger les frontières numériques de la Chine, hein, pour éviter 2 millions de personnes, pour éviter que de l'information non filtrée accède aux Chinois. Donc, malgré tout, l'intérêt... alors, peut-être que je suis un peu utopique dans cette perspective-là, mais je trouve que l'intérêt d'Internet, c'est la notion de réseau. C'est vraiment et du web, c'est la notion de réseau distribué. La distribution, c'est un système, et un système, c'est difficile à détruire. Le point de départ d'Internet, hein, c'est ARPANET, c'est un système qui a été mis en place par l'armée américaine pour survivre à l'attaque nucléaire. C'est-à-dire que les Américains se disaient, si jamais un de nos centres de contrôle se fait détruire par les missiles nucléaires soviétiques, il faut pouvoir avoir d'autres centres de contrôle qui vont prendre la main et envoyer la riposte. Et donc on a construit des redondances entre ces différents centres de contrôle, et c'est ce qui donne Internet. Après, ça a été transmis aux universitaires américains de la côte ouest. Et donc on a un système qui est horizontal, donc c'est difficile de le couper, c'est difficile de le faire disparaître, et donc c'est difficile de contrôler Internet. C'est un aspect intéressant, positif pour justement pour la démocratie, pas que, parce qu'on peut faire aussi, on peut diffuser des fake news, vous le savez, hein, à peu près n'importe quoi sur Internet. C'est pour ça que la question de l'éducation, une fois encore, est centrale, hein, l'éducation à la culture scientifique, à produire des éléments de preuve de ce qu'on avance. Mais Internet constitue aussi une capacité d'enfermement, de contrôle, etc., également un contre-pouvoir. C'est les deux. C'est ce qu'on en fait. Donc ça dépend beaucoup de la manière dont on va agir. Et là, pour le coup, on déplace le champ, et je suis content qu'on puisse le faire, le champ de l'économique vers le politique. On est
éminemment, quand on parle de tout ça, dans le domaine du politique. On n'est vraiment que dans le domaine du politique parce que c'est décider de quelle société, enfin, quel type de société on veut. Il y avait une question là-bas, et puis après, madame. Oui. Vous pouvez parler un petit peu plus fort. Donc la question, c'est la question de faire en sorte d'éviter qu'il y ait une appropriation privée des travaux collectifs. Et ça, c'est une question qui maintenant, de plus en plus, est bien prise en compte par tout le milieu, on va dire, un peu, enfin, je dirais alternatif, mais ce n'est pas vraiment alternatif, tout le milieu un peu orienté vers la liberté d'Internet. C'est des questions qui ont été bien explorées. Il existe en fait plusieurs formes de licences qui ont été mises en place, qui sont capables de protéger les œuvres collectives. Et donc, il y a une architecture de licences assez complexe qui permettent de faire à peu près de protéger à peu près ce qu'on veut ou comme on veut la connaissance qu'on produit. C'est-à-dire qu'on peut très bien décider que ma connaissance que je donne gratuitement, elle ne pourra être cédée que gratuitement et sans qu'on en modifie une virgule. On peut décider ça. On peut décider que ma connaissance que je donne gratuitement, elle pourra être réutilisée comme on veut, donc en la transformant en me citant, etc., etc. Donc il y a plein de formes qui existent. Et là, pour le coup, et c'est Laurence Lessig, dont je parlais tout à l'heure, hein, le mentor d'Aaron Swartz, professeur donc à Harvard, qui est un des pères des licences Creative Commons, qui permettent de réguler tout ça, et ce qui permet en fait d'avoir des situations où il y a une grande porosité. Donc ça répond aussi à la question de la rémunération du marché, c'est-à-dire que des gens qui produisent beaucoup en collectif, comment est-ce qu'ils se rémunèrent? Ça peut arriver aussi de produire des choses de manière collaborative et une partie de cette production, de la faire rentrer dans la sphère marchande pour en tirer un bénéfice. Mais c'est possible de faire les deux, d'avoir une dimension collaborative à un moment et puis, avec l'accord justement de ceux qui ont participé à la dimension collaborative, de rentrer dans une dimension plus marchande. Par exemple, sur le Fab Lab de Lyon, là, la fabrique d'objets libres, il y a un projet de sonotone qui a été, donc sonotone intelligent, enfin bon, je ne suis pas spécialiste du sujet, mais qui a été élaboré par un collectif, donc qui permet et qui est diffusé gratuitement. Donc gratuitement, si vous avez les outils chez vous et le matériel, vous pouvez construire votre sonotone parce que vous avez tous les plans, donc tout ça c'est gratuit et c'est en libre. Et en même temps, cette partie-là a été utilisée pour créer une petite entreprise pour produire des sonotones. Donc en fait, les deux, il y a une porosité entre ces deux univers. Alors, il ne faudrait pas les opposer, ils ne s'opposent pas. Ce qui est vraiment le risque global, c'est plutôt les grosses entreprises qui ont vraiment vocation à créer des enclosures, mais ça a toujours été la logique du capitalisme. Le capitalisme, contrairement à ce que nous dit la théorie économique, hein, le capitalisme, ce n'est pas la libre concurrence. On ne cherche pas la liberté, la concurrence pure et parfaite, etc. Le principe des grosses entreprises, c'est de tuer les concurrents, donc c'est d'éviter la concurrence. Et donc c'est de créer des enclosures, c'est de créer des micro-marchés, des niches protégées par des brevets sur lesquels personne ne pourra venir. Donc c'est un mouvement qui est un mouvement déjà très ancien. Donc de ce point de vue-là, le collaboratif n'amène pas forcément d'un point de vue juridique, amène des transformations, mais ne remet pas en question ce fonctionnement-là. Madame avait une question.
Oui, mais ce n'est pas parce qu'un algorithme existe qu'il est parfait. Effectivement. Mais d'après ce que j'ai compris, il va être modifié encore, voire même supprimé. Bon, ben voilà, on va arrêter là. Je vous remercie beaucoup.